Glenn Powell, il a jamais été plus castor que dans ce film, donc ça a dû le régaler. Tu vois, j'aime bien voir des castors construire des barrages, mais je suis pas sûr de vouloir voir Glenn Powell construire un barrage. Franchement, je pensais pas me marrer comme ça pendant un quart d'heure, pendant qu'un gars essaie de faire parler un géranium, tu vois, sauf que c'est génial. Je vais dire un truc un peu hardcore, mais qui s'explique. C'est que J'ai un peu peur de c'était pas trop Eat the Rich, quoi. Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que genre C'est Joker, il dit Eat the Rich, il a fait 1,5 milliard au box office. Les riches, ils ont bien mangé, t'inquiète. Mais où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, fils de pute, on parlera d'un arbre, un putain d'arbre qui observe les siècles défiler dans les Silent Friend d'Ildiko et Niedi. On parlera aussi de tous ces connards de riches, l'ultime héritier de John Patton Ford d'abord, mais aussi tous les autres, puisque notre focus de merde sera consacré à la surreprésentation des plus fortunés sur le petit et grand écran. On parlera enfin de Plus fort que moi de Kirk Jones, où un homme se bat comme moi, contre le syndrome Gilles de la Tourette, et parce que Yuri est de retour après une trop longue absence, carte blanche à ce sale con qui nous expliquera pourquoi il faut arrêter d'écouter Hans Zimmer. Silence, moteur, la perche est dans le cadre, mais allez tous vous faire foutre, on fait de la radio, action. Et comment tu vas, Yuri ? Quel accueil, j'ai envie de dire. Ça fait plaisir de te retrouver. Bah ouais, sale con, ça me va. Après, je le porte plutôt comme un truc d'honneur, tu vois, ça me fait plaisir, ça va. Laurent, salope, comment ça va ? On va te faire enculer. C'est un peu touchy ce qu'on fait. Quand même. Alban, Manon, j'ose pas vous insulter. Ouais, moi non plus, j'ose pas. J'ai peur de faire démarrer. J'ai peur, terrain glissant. Félix ? Bonjour. Et on va arrêter d'insulter tout le monde et on va parler maintenant du courrier des auditeurs. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela, Dudley ? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Eux, on les respecte, mais eux, ils nous respectent pas toujours. C'est vrai qu'ils nous respectent pas En même temps, toujours. on n'a pas fait grand chose pour mériter leur respect. Hein. Jusque-là, moi je comprends en vrai. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour nous manquer de respect. C'est un peu un truc de. On aime ça. Si vous voulez nous manquer de respect, c'est plus cool si vous vous abonnez ou si vous faites des trucs comme ça. Ouais. Je préfère dans l'absolu. Tu vois, tu nous manques de respect en t'abonnant. Donc il y a un côté un peu de donnant-donnant finalement. C'est vrai que cette semaine ça a été assez houleux dans les commentaires, notamment vis-à-vis du film de Giannoli, Les rayons et les ombres, qu'on a pas aimé trop à la perche et que vous avez été assez nombreux à aimer et à défendre par moments de manière malhonnête et je trouve agressive, donc je ne vais pas lire les commentaires qui sont juste des insultes ou méprisants à notre égard. Je vais lire des commentaires qui je trouve sont intéressants, mais avant ça il y a deux petits commentaires qui ont un peu rien à voir. Déjà on a eu une suite au Congo Gate, au drapeau Gate parce qu'on a eu d'un coup des drapeaux marocains cette fois-ci, donc voilà, on représente toutes les diasporas, n'hésitez pas. Je crois que ça vient de la part de Babouche Kebabouche qui est une drag queen et qu'on salue, et bah voilà, on est claim par également les drag queens marocaines. Mais cette fois-ci on a une marocaine. Mais voilà, au moins déjà c'est déjà un peu plus cohérent. Et on a déjà une marocaine. Voilà, on a une marocaine dans l'équipe, c'est un peu plus cohérent. Et ensuite on a eu du coup un retour sur ta carte blanche, Elisabeth. J'ai atterri là par hasard puisque je suis beaucoup plus le côté littéraire que cinématographique du genre, mais le problème traverse les arts quand les adaptations se sont faites plus mauvaises à cause du manque de budget. Ça partait déjà mal, mais ce qui pour moi a marqué la fin de cet âge d'or, donc du coup des adaptations young adultes, c'est quand ils ont commencé à adapter des sagas sans jamais les finir. Mortal Instruments, Beautiful Creature, Percy Jackson et même Divergente d'ailleurs, et c'est sûr que c'est un peu le risque quand on se lance dans ce genre d'entreprise et que c'est juste des motivations financières. Et j'ai eu pas mal de retours de gens en perso qui me disaient qu'en fait le genre existait encore effectivement en littérature, que c'est le seul endroit où on les trouve aujourd'hui, mais pour le coup il y a encore ça existe à cet endroit-là, il y a juste plus d'adaptation. Complètement. Et donc ensuite on a eu pas mal donc de retours sur Les rayons et les ombres. Il y a évidemment Claudine qui nous répond, et en même temps c'est normal puisque elle nous avait demandé d'en parler. Exactement, et puis en plus Laurent lui a fait une petite réflexion. Bonjour à tous. Oui, c'est vrai, cher parce Laurent. qu'elle n'avait pas aimé des bons films et du coup parfois. Cher Laurent, ne vous inquiétez pas. Pour moi, j'aime beaucoup rire également, et d'ailleurs Alter Ego m'a beaucoup fait rire. Et donc elle a trouvé Projet Dernière Chance trop long, elle revient là-dessus. C'est pas voilà, on en a parlé la semaine dernière. Et donc du coup, elle s'est beaucoup moins ennuyée devant Les rayons et les ombres, où personnellement, elle n'a pas du tout ressenti les 3h15 de film, et ça c'est effectivement une remarque qui revient assez souvent chez beaucoup de nos auditeurs. Chère Rita, bon là Rita est pas là malheureusement pour se défendre, mais on peut apprécier Un village français, Le chagrin et la pitié, et aussi Les rayons et les ombres, qui a également été salué par de nombreux historiens. Alors là moi je rajouterais qu'il y a beaucoup d'historiens qui sont pas d'accord aussi avec la description du film, donc je pense que c'est un peu un partout balle au centre. J'espère que les gens ne vous écouteront pas et iront voir cette fresque qui, on le rappelle, ne se veut pas du tout exhaustive sur la collaboration. On s'en fout de voir une énième fois Paris occupé et les tickets de rationnement.
mais aborde ce sujet par le prisme justement de l'autobiographie de l'actrice Corinne Lucher. Voilà, ça c'est un angle, tout comme celui que vous avez dû chercher justement pour attaquer le film, alors même jusqu'à dire que ce n'est pas comme ça qu'on fait des films, je cite Laurent, on attend le vôtre avec la plus grande bienveillance, très cher Laurent. Je me permets quand même de répondre que Dieu nous préserve que je fasse des films Surtout sur la collaboration. sur la collaboration en particulier. Et du coup, je ne me permets pas de les imposer à d'autres gens, contrairement à Giannoli, qui en a fait un. Et donc, du coup, qui s'expose à la critique et à la critique de dire que, bah non, je suis désolé, c'est pas vraiment comme ça qu'on fait des films, c'est la preuve en fait, c'est pas bien. Mais en tout cas, il y a un truc sur lequel Claudine a raison. Oui, mais je veux dire, il y a un problème fondamental dans la manière dont on veut raconter l'histoire de ces personnes qui est mal pensée. Et je maintiens ça, tu vois. Mais il y a un truc sur lequel elle a raison, c'est que les gens ne nous écoutent pas. Non, puisque le film marche plutôt bien d'ailleurs. Les gens ne nous écoutent pas, mais tant mieux. Enfin, je veux dire, tant mieux pour le cinéma français, quoi. Ouais. Oui, c'est clair. On dit du bien de certains films quand même. Ça arrive. Ensuite, on a aussi, pareil, quelqu'un qui est très très souvent dans nos commentaires, Brio, qui réagit. Bonjour les Backstreet Boys and Girls. Je n'ai pas vu passer les 3h15 des Rayons et des Ombres. J'ai pour ma part réalisé qu'il y avait 2 films en parallèle, ce qu'avait vécu Corinne Lucher, qui voulait percer dans la jet-set parisienne de l'époque, et d'autre part les autres événements avec les idéaux des 2 amis qui vont se compromettre. C'est bien ça le problème. Le journaliste d'un côté, la diplomatie en temps de guerre de l'autre, à en vomir pour les spectateurs, et les 3 destins sont entremêlés. La tuberculose est contagieuse, mais il y a un risque héréditaire. Il faut tenir compte des connaissances et des dispositifs médicaux de l'époque. Je n'en ferai pas une image de leur mentalité. Je comprends vos arguments, mais je trouve que c'est un grand film qui offre un autre regard que les œuvres du coup précédemment cité dans notre débat. Et merci à lui d'avoir cité votre performance sur les Backstreet Boys la semaine dernière. Je vous écoutais moi depuis la Suisse et je dois dire que j'ai pas compris ce qui s'est passé, mon cerveau a un peu fondu. Et ensuite on a un dernier retour, cette fois-ci par mail, j'adore qu'on nous envoie des mails, je trouve ça toujours hyper engagé, c'est très bien. Bonjour les perchés, petit retour sur votre critique des Rayons et des Ombres. J'ai globalement apprécié le film, même s'il est vrai qu'il aurait gagné à mon sens d'être élagué de 20 à 30 minutes. Le film a le mérite de ne pas représenter les collabos comme des personnes qui le font par conviction ou par idéologie, mais également des personnes moyennes ou médiocres qui le font simplement par opportunisme pour continuer ou obtenir à vivre une vie de luxe et de plaisir. Notre actualité nous montre chaque jour que les gens ont certains principes, mais ça soit assez rapidement dessus et on le voit avec les gens de la tech aux États-Unis. Pour ce qui est du traitement des horreurs commises pendant l'occupation qui ne sont pas montrées, là je rejoins votre évocation de la zone d'intérêt. L'horreur, on sait qu'elle existe, pas besoin de nous la montrer, notre imagination l'ancre dans notre esprit de manière plus efficace. Ici, le film ne montre pas les crimes et exactions commises, mais on sait qu'elles existent, les Lucher sans doute aussi, mais pour moi, il choisit de ne pas les voir. Alors moi, personnellement, j'ai besoin qu'on me le montre. Je trouve que dans la zone d'intérêt, justement, c'est le sujet formel du film, et c'est pour ça que c'est intéressant. Là, je trouve qu'il y a un vrai angle mort. Et en l'occurrence, tu vois l'extérieur du camp, tu sais qu'il est très proche, tu vois la fumée, leur champ existe. La tension entre ce champ et leur champ, le son. Il est, voilà, dans la exactement. Zone d'intérêt. Alors que là, pas du tout. Bref, on s'en fout. Corinne le dit au sanatorium, ma souffrance me fait oublier que celle des autres existe, et leur hypocrisie est aussi représentée quand ils aident à quelques rares moments justement certains juifs. Et voilà. Bon bref, donc grosso modo, effectivement, c'est quelque chose qui. Mais c'est ça. Moi, c'est ça le problème que j'ai avec le film aussi, c'est que je n'arrive pas à croire qu'ils oublient que les autres souffrent. Oui, moi, je peux pas croire qu'ils vivent dans un microcosme si petit. Alors, parce qu'en fait, la réalité, pendant des années, en fait aussi. On parle de assez peu de monde qui puisse se rendre compte, enfin, qui puisse ne pas s'en rendre compte et tout. J'ai du mal à croire ça. Et le film n'en parle pas du tout et le passe complètement sous silence, ce qui est un problème. Et effectivement, rend l'environnement très abstrait, qui est un choix de mise en scène, je trouve, assez marqué et qui est presque un travelling de capot, en fait. Je trouve qu'on pourrait presque. Allez, on l'a sorti. Allez, bien sûr. Parce que c'est une vraie question morale de mise en scène. Mais du coup, intéressante, posée par ce film. Ça fait des discussions. En tout cas, le débat est vif. Oui, complètement. C'est bien. Le débat est vif contre nous. Eux, ils aiment vraiment tous bien, quoi. En même temps, je trouve qu'il y a un côté où globalement le son de cloche général, c'est que c'est un bon film. Le film a bénéficié d'une promotion hors norme ainsi que de débats sur France 5 et tout. Nous, visiblement, vous vous positionnez plutôt contre le film, ce qui est intéressant également parce que du coup, je trouve que ça crée la matière nécessaire et intéressante autour d'un sujet et d'un film comme celui-ci a fortiori. Oui, et quand le débat est constructif, on est toujours absolument ravis. Parce que je pense que la réalité est quelque part entre les deux. Mais t'as vu le film ? Non. Écoute, box office de la semaine. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre, quoi ? Alors, quels sont les films qu'on recommande absolument pas et qui sont tout en haut ? Non, mais en plus, ça suit quand même à peu près notre programme, puisqu'il y a Projet Dernière Chance qui est en tête du box-office. Alors,
Petit score, puisqu'il fait 260 000 entrées sur cette deuxième semaine, pour un cumul à 664 000 seulement. En 15 jours ? En 15 jours. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, mais ce qui est très très loin, on va dire, d'un score, du score d'ailleurs qu'il fait aux États-Unis, puisque aux États-Unis, le film cartonne réellement et est en passe de devenir un des plus gros succès de l'année sur le territoire américain. C'est intéressant de voir que le succès ne suit pas vraiment, en tout cas en France, pas dans les proportions en tout cas états-uniennes. Pas très loin derrière, il y a du coup Les Rayons et les Ombres de Xavier Giannoli qui cumule 500 000 entrées en tout au bout de 2 semaines d'exploitation, ce qui est honorable, mais pareil, alors c'est difficile, c'est un film de 3h15, donc il y a assez peu de séances. Les gens peuvent doivent se prendre une grande soirée ou une grande après-midi pour aller le voir. Évidemment, c'est pas non plus un film qu'on va voir comme un gros divertissement blockbuster avec du popcorn, donc ça demande peut-être un peu plus de dedication, comme disent les Américains. D'investissement. Et mais en tout cas, le film fait un score plutôt honorable pour l'instant. Il est suivi par Jumpers qui fait 171 000 entrées. C'est pas mal, mais pareil, très très loin quand même de l'heure de gloire de Pixar. Là aussi, assez éloigné de son succès aux États-Unis. Donc pour une fois, la France est un peu à la traîne, contrairement aux États-Unis sur les films qui marchent. Mais on est bien sûr au taquet puisque Super Mario Galaxy débarque aujourd'hui et je pense va tabasser tout le monde. Et on en parlera la semaine prochaine, ainsi que The Drama, qui sont quand même 2 sorties un peu marquantes. Dans les films dont on vous parle aujourd'hui, il y a L'Ultime Héritier, qui ne démérite pas, puisqu'il fait 77 000 entrées sur sa première semaine, et on vous en parle dans pas très longtemps. Et Police Flash 80, lui, fait 69 000 entrées. Alors lui, il fait une chute de 50% quand même de sa fréquentation sur sa deuxième semaine, ce qui est un peu dommage, puisque c'est une comédie policière dont on vous a également parlé, et dont on vous a dit plutôt du bien, et dont on a fait un contenu sur Instagram, suivez-nous sur Instagram, qui est assez qualitatif. Pas de qualité, ouais. Ouais, franchement, je trouve qu'on s'est beaucoup donné. Là aussi, depuis mon exil en Suisse, je trouvais ça bien. Et voilà, sinon continue d'aller au cinéma. De toute façon, je pense que là, il y a des vacances qui arrivent, non ? Il n'y a pas un truc comme ça ? Il y a un jour férié, je crois, oui. En tout cas, c'est pas que lundi, surtout. Donc voilà, allez voir tous ces films bien. Mais peut-être un peu moins les films moins bien, je sais pas. Écoutez-nous pour savoir lesquels aller voir, pour une fois. Le premier dont on parle, c'est A Silent Friend d'Ildiko Enyedi. What if they observe us the same way we observe them? Ça me donne envie de parler pas fort du tout. Dans un jardin botanique, un arbre veille et observe, témoin patient des siècles. En 1908, il suit Grete qui lutte pour exister dans un milieu qu'il ignore. Dans les années 70, il voit Annès s'éveiller à l'amour et au monde des plantes. Aujourd'hui, le vieil arbre parle avec Tony dans son langage secret. Autour de lui, certains se cherchent, d'autres se rencontrent. Lui demeure ami silencieux dans un temps plus vaste que le leur. Alban, tu te racles la gorge ? Oui, enfin, c'est pas volontaire, mais oui, effectivement. C'est un film pour toi ? Je sais pas si c'est un film pour moi. C'est pas un film que je déconseille, c'est un film que j'ai plutôt aimé, dans lequel je suis rentré. C'est un film qui dure 2h30, c'est un rythme quand même plutôt long, un film très doux, très sensoriel. Il y a un gros travail sur le son qui est vraiment très 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 agréable et qu'il faut pointer, je pense, parce que c'était pas évident non plus de travailler un film sur le son, d'autant plus avec un sujet sur la faune, sur l'arbre, sur les végétaux, etc. C'est pour ça que je disais ça. Oui. Parce que des films de plantes, tu t'en es tapé. Voilà. Non, mais après, on y reviendra peut-être un peu plus tard dans la chronique. Mais effectivement, le film est plutôt intéressant, notamment parce qu'il arrive bien à mêler ces 3 temporalités, que les 3 temporalités parviennent, je trouve, à avoir un souffle chacune et que y a une intrigue en fait que tu arrives à suivre et tu comprends bien le point de vue de la cinéaste, à savoir que le personnage principal, en tout cas les yeux à travers lesquels tu regardes les histoires qui se déroulent, c'est ceux de l'arbre, aussi bizarre que cette phrase puisse paraître. Et je trouve que ça, elle arrive bien à le mettre en scène. Je trouve qu'il y a un vrai sens du cadre dans le film, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Et juste pour qu'on se rende bien compte, du coup, c'est du point de vue de l'arbre, c'est-à-dire qu'on ne quitte jamais ce jardin botanique. On ne quitte jamais cette université. Non, on quitte plus ou moins on reste dans le même village, la même ville au fin fond de l'Allemagne. Je sais pas exactement où c'est, mais peut-être que Yuri en saura plus que moi. Et on suit en fait des étudiants de cette université proche de cet arbre, mais tout ne tourne pas autour de cet arbre-là. Dans la première histoire, c'est effectivement cette jeune fille qui est la première bachelière et qui rentre à l'université. La deuxième histoire, c'est effectivement la naissance d'un désir entre 2 adolescents qui sont dans cette université, avec une histoire de géranium et de jeune fille en fait qui veut
on va dire, transformer les recherches sur la recherche végétale et la transmission, la parole avec les plantes, etc. Et la troisième histoire, c'est pendant le Covid, Tony Young, qui est un chercheur sur le cerveau humain, s'ennuie et décide, en regardant un TED Talk, de s'intéresser aux arbres et à la manière dont ils interagissent avec les humains. Voilà, je pense qu'on y reviendra une fois que Yuri en aura dit 2-3 mots. C'est un film qui m'a plu, et en même temps, j'ai quand même des réserves à la fois sur... elle va pas assez loin, je pense, dans les images qu'elle essaye de filmer. C'est-à-dire qu'on a des images naturalistes, presque parfois expérimentales, sur à la fois des schémas de retransmission, en fait, des signes que peut émettre l'arbre et qui sont ensuite admissible par l'homme, c'est-à-dire soit la méthode graphique à la fin du 19e, soit des rayons X ou des 3D, etc. Et je trouve qu'elle va pas assez loin. Un et à la réseau fois lumineux de synapses comme ça qui Exactement. communiquent, enfin c'est un peu étrange. Et en fait, ça devient presque, à la fin, ça devient presque générique, tant on n'y a pas accès. Et du coup, on a l'impression de regarder je sais pas, tu sais, sur les vieux les vieux Windows, quand on allumait une chanson et qu'il y avait un player qui se lançait. Ouais, ok. Ben, on a un peu l'impression de ça, et je trouve que c'est un peu dommage, parce que il y avait matière à faire quelque chose, et que l'histoire du cinéma a prouvé qu'en termes de films de plantes ou de recherche, en fait, technique par rapport à comment filmer la naissance d'une plante, la manière dont ça évolue, etc. Il y a plein de choses à faire depuis 100 ans, et je trouve que c'est dommage. J'adore qu'il y ait des films de plantes. Ouais. J'adore Ça ça. existe de naissance. En fait, il faut bien se rendre compte, déjà, on peut en parler, que avant J'ai très envie qu'on en parle, vraiment. avant que le cinéma existe, les gens ne Il y se avait rendaient Gaumont. pas compte. Non, mais les gens ne se rendaient pas compte comment C'est une fleur. une plante grandissait, en Oui, fait. non, ils Et allaient du pas coup, l'idée observer de les croissance plantes, des végétaux par le cinéma, par le timelapse, ça a été un peu un choc pour des gens. Et je trouve que c'est dommage de pas se saisir de cette histoire-là, en tout cas de l'ignorer ou d'en faire un point aveugle du film. Et juste avant de donner la parole à Yuri, j'allais dire, Laurent et Félix, vous nous aviez archi recommandé un documentaire de plantes de David Attenborough. Bien sûr, Green Planet, une série documentaire faite par la BBC, pour la BBC par David Attenborough. C'est absolument incroyable. Je le recommande chaudement à tout le monde. Parce que c'est à la fois terrifiant et sublime. Voilà, bon, pardon. Et ben voilà, pour parler de plantes, Yuri, il y a un truc qui m'a... C'est-à-dire que c'est la deuxième collaboration entre cette cinéaste hongroise et Léa Seydoux. Alors Léa Seydoux a un tout petit rôle dans le film, hein. C'est vraiment plus un caméo qu'un rôle. Elle apparaît par écran interposé en zoom avec le personnage joué par Tony Leung Chiu-wai, et donc il y a un côté en effet très contemplatif à ce film. Alors c'est pas tant un film de plantes, c'est là où je pense que je suis à la fois d'accord avec toi et pas tout à fait d'accord, dans le sens où je pense que c'est un film de plantes. non mais je veux dire que son sujet n'est pas de saisir l'iconographie du passage du temps à travers le végétal, même si tu vois je vois Même ce que si tu c'est veux dire. kitsch, hein. Bah non, le pitch en fait c'est 3 histoires entremêlées avec pour centre de gravité cet arbre, parce qu'en fait ils sont tous géographiquement autour de cet arbre et vont à un moment ou un autre s'intéresser à cet arbre. Mais c'est aussi simple que ça. Et en fait le film est beaucoup plus accessible et simple dans sa narration que ce que ne laisse présupposer le pitch qui a l'air de vendre une espèce de Terrence Malick sous Prozac. Non, il y a en fait moi j'avais le sentiment, moi, en regardant le film, de quelqu'un qui lance une boule de bowling, et tu sais, ta boule de bowling elle va un peu à droite, elle va un peu à gauche, t'as l'impression qu'elle va sortir du truc, et à la fin tu te dis mais est-ce qu'elle va réussir son strike? Et en fait non, en effet elle le réussit pas totalement, elle fait tomber 6 quilles ou 7 quilles sur 10, mais Où va cette métaphore? mais parce qu'il y a un truc, mais je vois très bien ce que tu veux dire. en fait il y a un truc d'assez miraculeux pendant un certain temps dans le film. Je dis putain, en fait elle est en train de faire un truc que moi j'ai jamais vu, je comprends pas où ça va, et en même temps c'est fait avec une espèce de telle cohérence dans les choix de montage, dans les choix de cadre, dans les choix de plans, dans la manière dont tout ça s'entremêle, que c'est sûr qu'il y a un truc derrière. C'est sûr qu'il y a une espèce d'idée générale qui va me saisir, qui va m'émouvoir, qui va me choper. Et ce qui fait que le film est en fait assez stimulant et ludique, parce que le sens du film n'arrête pas de t'échapper. Il y a quelque chose comme ça où tu crois avoir compris ce qu'elle veut dire, mais en fait elle prend un autre chemin. Et elle le fait avec une telle, je trouve, maîtrise, une précision, également une certaine forme d'humour, parce que le film est assez marrant, et il arrive à créer comme ça des vannes à partir de situations. Et également, il est extrêmement sensuel. Enfin, il y a une scène où 2 personnages se font du café, ça pue le sexe, quoi. Enfin, alors Cette scène est incroyable. Alors que juste ils se font un café. Enfin, il y a un truc qui est quand même extraordinaire. Enfin, moi, il y avait des vrais moments pour moi de jubilation de cinéma, en me disant mais c'est dingue ce qu'elle arrive à faire. Et en même temps, en effet, il y a ce truc à la fin, je dis merde, tout ça pour juste ça. Finalement,
Et c'est un peu dommage, mais ça n'enlève pas le sentiment que j'ai eu avant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc extrêmement, je trouve, sensoriel, ludique, drôle, que t'as jamais vu avant, qui est super bien pensé. Et voilà, j'ai un peu pensé aussi à Agnès Varda, mais qui aurait fait un master de recherche à l'ENS, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un truc il y a un truc un peu fantaisiste, un peu bizarre, où elle va faire communiquer des images et des sons de manière un peu marrante, avec quand même un truc un peu universitaire, un peu lourd, voilà, je vais t'expliquer un peu comment marchent les plantes. Mais moi, j'ai quand même plutôt adhéré à la proposition en fin de compte, à ce truc poétique que j'ai pas tout à fait saisi, mais dans lequel je me suis laissé emporter parce que, je répète quand même que les histoires qui sont racontées, qui s'entremêlent, elles sont hyper limpides et claires. Il n'y a pas de truc où tu te dis oulala. Oui, alors je suis d'accord avec toi simplement sur le début de ta chronique, et je trouve que la fin du film dévoile un petit peu ce qu'elle veut faire, et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu un aveu de faiblesse, parce que effectivement les trois histoires sont limpides, effectivement ça tourne pas autour forcément, même si on va dire la recherche sur les plantes intervient, mais c'est pas le sujet du film. Le problème, c'est que ces trois histoires, je trouve, on a un terreau fertile pour raconter quelque chose. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de voir plus dans cette première histoire sur cette jeune étudiante. J'ai envie de voir plus que la naissance du désir entre ces deux étudiants dans les années 70. Sauf la dernière histoire que je sauve un petit peu parce qu'elle nous raconte pas grand-chose d'autre que si ce n'est cette recherche sur les plantes. Mais qui est d'ailleurs celle qui ouvre le film et par laquelle tu entres dans cet univers. Ouais, complètement. Et je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir construit un film si parfaitement bien, si chirurgicalement, pour finalement culminer vers quelque chose qui reste trop abstrait pour moi. Et même presque banal. C'est-à-dire que tu dis, les plantes ont des orgasmes, globalement, c'est ça la conclusion du film. C'est un peu ça, en fait. Et tu te dis, bon. Je sais même pas si. On peut le dire, il n'y a même pas de spoil. Le film termine sur effectivement la naissance d'un nouvel arbre, quoi. Et je trouve que là, c'est très Terrence Malick, et ça m'a gonflé, parce que le film parvient à éviter tous les écueils pendant 2h30. Ouais. Et je trouve qu'à la fin, même si on n'y arrive pas lourdement, et que c'est pas aussi lourd que ce que je dis, mais c'est quand même dommage de revenir là-dedans, alors qu'il y avait 1000 manières de dire quelque chose, parce qu'elle le fait pendant 2h30 super bien. Et tu sens qu'elle manque vraiment cette espèce de dernière étape et c'est assez mystérieux pour moi parce que tout le reste est tellement bien fait. Et il y a d'ailleurs une question que je me suis posée pendant le film, et après je me suis dit, c'est que il y a toute une métaphore, en tout cas dans le film, qui est incarnée, qui n'est pas du tout un truc théorique, de la perception du monde par les enfants, par les bébés, qui serait assez similaire à celle des plantes, du fait qu'ils perçoivent tout en même temps. C'est un cerveau qui n'est pas encore formaté à être... À prioriser, quoi. À s'intéresser à annuler les autres choses. Tu vois, voilà. C'est empirique. Et du coup, et même la perception du temps et tout, elle n'est pas du tout la même que chez une personne adulte. Or, le film choisit de raconter tout de manière stricto sensu linéaire. C'est-à-dire que toutes les histoires se racontent... Sauf à de rares moments où justement il y a un jeu de montage intéressant. Mais du coup, tu te poses la question de est-ce que l'étape ultime aurait pas été de brouiller encore plus les pistes sur la temporalité du film. Mais je pense que là, ils auraient vraiment absolument perdu tout le monde dans la salle. Mais moi, je m'attendais à ça. Moi, je voulais que ça soit cette fin, en fait. Je voulais qu'en fait, il y ait une sorte d'explosion comme ça des temporalités. Je suis d'accord, qu'il n'y a pas. Et qu'il n'y a pas juste un moment où on croit que ça va advenir parce que les deux personnages se mettent sur l'arbre et tout ça. Mais en fait, oui, c'est dommage que ça se finisse comme ça, parce que pour moi, ça aurait sans les dernières 20 minutes, c'est un chef-d'œuvre, parce qu'elle fait tout miraculeusement bien. C'est quelqu'un qui sait faire du cinéma. Enfin, et tu t'ennuies pas pendant 2h30. La photo est impeccablement travaillée sur les trois époques. Il y a vraiment un choix de, justement, ça joue sur la texture d'image, mais pas forcément sur l'espèce de cadre où écoute, en format carré, pas format carré. Non, tout est dans le même format, mais les couleurs vont raconter d'autres choses. La perception des plantes en fonction des époques vont aussi raconter des choses, et c'est assez, en fait, c'est assez matériel, c'est assez agréable là-dessus. Ouais. Et je trouve qu'il y a vraiment tu as cité un moment de grâce quand ils font le café. Il y a d'autres moments où il se retrouve solo, il essaye de comprendre pourquoi la plante interagit. Et franchement, moi je pensais pas me marrer comme ça pendant un quart d'heure, pendant qu'un gars essaie de faire parler un géranium, tu vois, sauf que c'est génial. On vous recommande ce presque chef-d'œuvre. Il le fait sobre, il le fait sans totalement sobre, avec la méthode graphique, tu vois, c'est intéressant, mais c'est super bien. Moi, du coup, j'ai eu envie d'adopter un géranium pour qu'il puisse faire portier, parce que c'est ce qu'il fait dans le film. C'est ce qu'il fait, ouais. Il ouvre les portes. Rien ne t'en empêche, Yuri, et allez tous voir des plantes, ça s'appelle A Silent Friend. Après les plantes, les riches, on va Est-ce que c'est un synonyme, je sais pas. de l'ultime héritier de John Patton-Ford. Okay. Gun to your head. What would you even do with $1 billion? Why do you have a gun to my head? Donc, l'ultime héritier, c'est l'histoire de Beckett Redfellow, qui n'a qu'une seule obsession, se venger de la famille richissime qui a renié sa mère, coupable d'être tombée enceinte trop jeune et surtout d'un homme trop fauché pour eux. À la mort de sa mère, Beckett décide d'exécuter son souhait, récupérer l'héritage qu'il estime lui revenir. Le problème, 7 membres de la famille se dressent entre lui et cette fortune. Qu'à cela ne tienne, pour mener à bien son projet, Beckett est prêt à les éliminer un par un jusqu'au dernier. Manon.
Tes lancements, c'est de mieux en mieux. Tu veux dire qu'il n'y a pas de phrase? Oui. Et en même temps, je te fais. Bah, écoute, c'est le nouveau Glenn Powell movie que l'ultime héritier. Ouais, c'est vrai que ça complète plutôt bien. Je trouve sa collection, moi, ça m'a. Il est mieux ce lancement. Ouais. Là, tout de suite, je sais quoi raconter. Ça m'a un peu fait penser à Hitman de Richard Linklater, que moi j'avais beaucoup aimé, avec un espèce de truc un peu séquencé comme ça, et une comédie thriller. Ouais. Une comédie noire. Comédie noire, voilà, exactement. Et moi, Glenn Powell, c'est un acteur que j'aime bien. Enfin, en fait, je suis consciente qu'il a un côté extrêmement lisse et que c'est pas un très grand acteur, mais je pense que lui-même en est conscient et que du coup, il en joue un peu et ça fait vraiment un bon choix de casting, notamment dans ce film-là. Il a un capital sympathie, quoi. Il a un vrai capital sympathie. Il a un côté un peu ironique tout le temps, un peu second degré, qui je trouve fonctionne très bien. Il a jamais été plus castor que dans ce film. Ça a dû le régaler, mais vraiment il se transforme en castor de jour en jour, ce mec. Attends, tu parles physiquement là? Je comprends pas, ouais. Oui, Wow, mais de quoi on parle? Mais c'est vrai qu'il a une tête de castor. Vraiment, dans ce film, il a vraiment. Et comment on sait que t'aimes beaucoup les castors, Yuri? Passion qu'on partage, n'est-ce pas? Ouais, alors tu vois, j'aime bien voir des castors construire des barrages, mais je suis pas sûr de vouloir voir Glenn Powell construire un barrage dans un marécage, être en mode genre. Ça dépend s'il est torse nu ou pas, tu vois. Je pense que c'est un peu ça la question. Mais au-delà de Glenn Powell, je pense qu'il y avait vraiment effectivement c'est un remake enfin moi je l'ai pas vu, mais plus ou moins inspiré de Noblesse Oblige. En fait, c'est globalement la même histoire que Noblesse Oblige. Okay. Très très proche. Hein, Noblesse Oblige étant lui-même adapté d'un livre, et donc c'est en fait une nouvelle adaptation de la même histoire, parce que le principe de Noblesse Oblige, c'est pour ça que je trouve que le reproche qui lui est fait que c'est pas Noblesse Oblige, bah oui, c'est pas Noblesse Oblige, c'est que dans Noblesse Oblige il y a, j'ai dit beaucoup trop de fois de Noblesse Oblige en mais c'est un bon titre. Noblesse Oblige. Noblesse Oblige, Kind Hearts and Coronets en anglais. La vanne de Kind Hearts and Coronets, c'est que tous les membres de la famille riche sont joués par un seul comédien, qui est Alec Guinness, qui est incroyable, qui est incroyable, et qui est un des bref, et qui est d'ailleurs un film qui a réussi à faire des trucs en effets spéciaux à l'époque qui était assez fou. Parce que c'est un film de 1949 quand même. Retour au futur 2 a fait la même chose. Mais c'est oui, mais enfin 40 ans plus tard. Mais du coup, c'est une vraie prouesse technique, en plus d'être une prouesse d'écriture. Et tout l'humour du film quasiment se base là-dessus. C'est que tu vas découvrir quelle tronche va avoir Alec Guinness dans la scène d'après. Et à quel point il va être scandaleux et cabotiné comme un chien. Mais ce qui n'est pas du tout le principe de ce film. Voilà, ce qui se perd complètement dans ce film-là, n'empêche qu'il y a un côté très jouissif. C'est pas le projet. Ouais. Oui, je pense complètement pas du tout le projet. Mais il y a quand même un côté très jouissif dans ce scénario de en fait juste cocher des cases et rayer des noms au fur et à mesure qu'il les tue. Et en fait, juste moi, ça a satisfait mes envies de spectateur, je crois. Waouh, j'ai cru que t'allais dire complètement autre chose, mes envies de non, mais il y a un truc très satisfaisant là-dedans. Parfois c'est un peu risqué de faire des remakes de grands classiques comme ça, mais là je pense qu'il y avait vraiment matière, enfin en tout cas en 2026 très intéressant je trouve de faire un remake de ce film-là qui interrogerait justement le népotisme et tout ça. Je pense que ça aurait pu faire un très grand film. C'est absolument pas un très grand film, mais c'est un très bon divertissement. C'est un peu dommage, je trouve, la façon dont ça commence très bien. Les premiers crimes sont géniaux. On dresse des beaux portraits, je trouve, de ces riches insupportables. Et plus ça va, plus c'est genre... vraiment, c'est bâclé, quoi. Ouais. Et c'est un peu dommage, parce qu'en fait, nous, on a envie de voir des satires sur des riches. Moi, j'ai envie de voir ça, et j'ai envie de voir plein de portraits de ces riches complètement zinzin. C'est presque le seul intérêt, en fait, on vient au défaut du film, mais le seul intérêt, c'est de voir comment il les tue et qui galère à les tuer. Oui, parce que sinon c'est très programmatique finalement, comme logique. Et or, il y a un moment où le film dit bon, allez, ces quatre-là, je sais pas trop quoi en foutre, et boum, c'est boum, plus boum. ou moins la même façon de procéder, et c'est un peu dommage, alors que vraiment le premier, même le deuxième, il y a un vrai portrait quand même qui est dressé, et une vraie réflexion autour de ces crimes-là. Il y a quelque chose de très ludique et encore une fois de très satisfaisant qui se perd un peu. Voilà, mais en tout cas moi j'ai passé un bon moment. Je trouve que Glenn Powell il fait vraiment le taf et que le film est vraiment honnête et fait le taf de moi ce que j'attends en tant que spectatrice de ce genre de film. Laurent, j'ai envie de faire un parallèle tellement chelou avec le Park Chan-wook où c'est aussi un type. J'ai entendu des critiques qui faisaient un parallèle. En effet, c'est une idée de film qui est assez liée. Alors parce que c'est tous les deux des remakes en plus, c'est ça qui est marrant. Mais il y a un côté de genre en effet éliminer de la concurrence, etc. Moi, je suis assez d'accord que dans le fond, ça donne un film qui est assez
assez simple et ça donne un joli petit film en fait, un truc assez sympa à voir, assez divertissant. Tout est bien fait, je trouve que le casting est vraiment cool. Il y a vraiment des castings connus. On retrouve Topher Grace qui joue un téléévangéliste incroyable, semi-escroc et tout. Toujours agréable de le voir en Topher Grace. Topher Grace, moi j'aime bien. Moi aussi. Il y a, comment il s'appelle, il y a Ed Harris qui joue le vieux, qui est trop bien. Bon, enfin, je veux dire, il y a toujours un peu des gens comme ça qu'on voit arriver et qui sont toujours cool. Tous les petits personnages sont toujours un peu construits et tout. Enfin, il y a Margaret Qualley qui est un peu sous-exploitée. Margaret Qualley qui est un peu sous-exploitée, mais qui a un rôle assez intéressant. Et en fait, au-delà du fait, enfin, globalement, je trouve que c'est un film qui est plutôt bien fait, où tu sens qu'ils ont eu plaisir à essayer de faire un vrai remake de ce film anglais à l'ancienne et que c'est fait honnêtement et que c'est plutôt pas mal. Là où moi je trouve que le film va un peu plus loin que ça en fait et dit des trucs assez intéressants. La première, c'est que c'est pas forcément un truc qui est facile, à mon avis, pour les Américains d'adapter un film anglais qui est vraiment basé sur quelque chose de très typiquement anglais, parce que dans Noblesse oblige, comme son titre l'indique, il veut devenir duc. Enfin, ouais, c'est ça. Il doit récupérer un titre de noblesse en fait, et avec de l'argent, avec la richesse qui va avec. On a changé d'époque. Et que du coup, on est dans non seulement on a changé d'époque, et surtout, on est dans un truc qui est à mon avis assez difficile à comprendre pour les Américains et même d'ailleurs un peu pour nous, même si en France c'est quand même un peu plus proche de ça, c'est que en Angleterre on peut être upper class et pas avoir d'argent, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Et que du coup le film en fait le film anglais adresse un peu ce truc de lui il est pauvre mais c'est quand même un gentleman, et donc en fait il veut juste récupérer le titre ou en tout cas les privilèges qui vont avec sa classe entre guillemets pour pas être déclassé, ce qui est un truc qui n'existe pas trop en fait aux États-Unis, et donc ils sont un peu obligés de le construire autour du fait que non mais c'est sa mère qui l'a éduqué comme s'il était riche alors qu'en fait non, etc. Ouais. Et là il le transforme il en veut toujours plus parce qu'il y a un moment où il a accédé quand même une forme de richesse, et qu'en fait ça lui suffit pas. Et il y a un moment où il pourrait reculer et ne pas le faire. Ouais. Et d'ailleurs au final, bref, je vais pas spoiler le film, mais et en fait il y a un truc que je trouve intéressant là-dedans, c'est que le film met en scène quelqu'un qui ne va pas s'en sortir, tu vois, genre avec ses propres forces et sa propre intelligence, mais au contraire réussir à capter de l'argent qui appartient à quelqu'un d'autre, qui est un truc pas du tout américain, qui est un délire en fait qui à mon avis genre ne correspond pas du tout à la culture traditionnelle américaine, au contraire, genre où on est censé, tu vois, il va prendre une revanche sur la vie en montant sa propre boîte et en gagnant beaucoup d'argent. C'est le mythe du self-made man, voilà, c'est le mythe du self-made man et tout. Là pas du tout. On est dans un truc qui est du coup en fait genre très basé sur ce machin anglais, et je trouve ça intéressant que dans la société américaine ça résonne l'idée qu'on puisse pas forcément facile, enfin qu'on puisse pas véritablement devenir milliardaire comme ça, et qu'en fait il faut éliminer la concurrence pour le récérer. Oui, parce qu'en fait le mythe du self-made man est complètement ignoré en fait. Et pipeau, enfin. Et que tout ce que te raconte le film, c'est que tout ça est complètement pipeau. Je trouve ça assez inattendu et assez fort. Que ce soit des Américains qui fassent ça, et que ça dit quelque chose sur la société américaine qui est pas très marrant. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Je trouve aussi assez intéressant ce qu'ils ont fait avec justement avec le personnage de Margaret Qualley et le personnage de cette femme qui est assez manipulatrice et qui vit dans un truc où justement elle aussi elle vit dans la peur d'être déclassée, dans un machin comme ça. Genre je vais pas spoiler le film, mais je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire à la fin du film, qui est une fin quand même extrêmement badante, avec un dénouement qui est franchement hyper cruel, beaucoup plus finalement que le film anglais, ce qui est pas quelque chose que je me serais attendu. Le film anglais qui termine sur une note un petit peu humoristique, où bon pareil je vais pas spoiler, mais on sait pas trop comment ça va se passer, c'est une fin semi-ouverte on va dire. Là c'est vraiment genre ardos et c'est pas quelque chose auquel je m'attendais non plus. Donc je trouve que ce film raconte des trucs un peu plus intéressants qu'il n'y paraît, et qu'il ose des choses que j'aurais pas forcément vu des blockbusters américains oser. Donc non, je trouve que c'est un film qui est plus intéressant qu'il n'en a l'air. C'est pas un blockbuster. Le film est à 15 patates, c'est pas plus... Ah ouais, c'est un petit film. C'est un petit film. Ouais. Ok, marrant. Parce que je trouve que vu le casting et vu le truc, je m'attendais... c'est vrai qu'il y a un gros casting par rapport au budget. Mais c'est un petit film. Ok, alors dans ce cas-là, ça a plus de sens, je trouve, en effet. Mais du coup, voilà, il y a un truc qui est pas fondamentalement américain dans ce film que je trouve assez intéressant de voir qu'il le fasse quand même. Mais c'est vrai que dans ma tête, c'était plus un blockbuster. Du coup, ça amoindrit un peu ma réflexion. Mais bon. Yuri, en dehors du visage de Castor de Glenn Powell, est-ce que le film t'a plu ? Oui, je vais pas paraphraser tout ce que vous avez dit. Moi, j'ajouterais juste que moi, j'attendais en fait plutôt ce film-là parce que j'avais vu le précédent film de John Patton Ford qui s'appelait, alors le film français est abominable, Emily criminelle malgré elle. Ouais.
Avec Aubrey Plaza. Avec Aubrey Plaza, qui s'appelait Emily the Criminal en anglais, et qui est un film super. Donc si vous avez l'occasion de le rattraper, je pense qu'il doit être disponible en VOD, streaming, ce que vous voulez. C'est un petit film de genre, thriller, hyper bien fait, sur pareil, une jeune femme qui en fait croule sous l'endettement parce qu'elle a fait des études et qu'elle s'est faite virer pour des mauvaises raisons et qui du coup doit rembourser un prêt étudiant pendant des années et qui va se retrouver à être embarquée dans une fraude à la carte de crédit. Et c'est une super histoire. Le film est vraiment très très simple, assez bien troussé, et du coup moi je plaçais du coup beaucoup d'espoir dans ce prochain film. Alors je trouve que le film est moins réussi que Emily Criminel, malgré elle, qui enfin il a quand même des points communs, on va dire, dans son sujet, dans sa critique. Le ton en fait est extrêmement différent parce que Emily est beaucoup plus un film, on va dire, thriller, film noir, etc. Celui-là est beaucoup plus dans la veine de la comédie. Et du coup moi j'étais en effet très très agréablement surpris. Les deux seuls points qui en fait posent quand même problème, moi je suis pas tout à fait d'accord sur le personnage de Margaret Qualley, que je trouve hyper intéressant sur le papier théoriquement, mais que je trouve épouvantablement exécuté. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle arrive, elle est là genre salut, je suis manipulatrice et tout machin. Oui, je suis d'accord que l'idée du personnage est mieux réussie que son exécution. Voilà, et du coup elle a du sens qu'à la fin en fait tout le long du film. C'est pas et du coup il y a un côté un peu un truc de ok, je vois ce que tu as voulu faire. Par contre là ça manque un peu de chair et de caractérisation et de quelque chose qui dépasse un peu le simple, on va dire, cliché de ce que peut être ce personnage. Et le deuxième truc, c'est qu'en effet à un moment t'as envie que le film démarre et que tu sois avec le personnage sur la jouissance des meurtres, de leur préparation, de leur échec potentiel, du stress que ça peut être de ne pas réussir à tuer quelqu'un, etc. Et en fait le film n'ose jamais vraiment passer cette noirceur là. Là où le film anglais est beaucoup plus justement assume beaucoup plus cette noirceur et te mettre en empathie avec un salaud. Parce là, que son enjeu est pas le même aussi, tu vois. Mais, y a un truc, mais je pense que là ça manque un peu le côté finalement les meurtres on les met un peu hors champ parce qu'on veut pas trop te faire perdre de sympathie pour Glenn Powell, alors qu'en fait moi je m'attendais à ce qu'à un moment le film, parce que ce qu'il fait au début, c'est-à-dire que il y a un des premiers meurtres, d'ailleurs c'est vraiment montré comme ça, c'est-à-dire qu'il tue le premier mec, il se dit ah ouais, c'était aussi simple que ça. Ouais. Allez, c'est parti. Et là, le film, je m'attendais à ce qu'il démarre un peu plus et que chaque meurtre ait son lot de complications, de trucs et aussi là, c'est un film qui est pas du tout violent et de jouissance. Et en fait, le film passe complètement ça sous silence. Après, j'avoue avoir passé plutôt un bon moment et qui dépasse largement les attentes que j'avais sur ce film, qui arrivait avec un très très mauvais bouche à oreille critique et je comprends pas pourquoi tout le monde a détesté ce film alors que bon, il y a pas aux États-Unis. Parce que remake d'un chef-d'œuvre, je pense. Et oui, alors en France, mais bien sûr, c'est qu'il se mesure aussi effectivement à la légende. C'est pas aussi bien que Noblesse oblige, gna, on s'en fout. Mais même les gens en fait aiment pas. Enfin, tu vois, peut-être parce qu'ils s'attendaient à un truc beaucoup plus divertissant et beaucoup plus. Tu vois, j'en sais rien. Très américain aussi. Aux États-Unis, ça s'est planté. Les critiques l'ont défoncé. Enfin, il y a quand même une haine autour de ce film que moi je m'explique pas forcément parce que ça reste pas un grand film non plus. Non, mais c'est pas un film antipathique. Non. Il est à 2,4 en presse, c'est vrai, en France. Très faible quand même. Et 3 en spectateurs. Ouais, donc les gens sont pas super chauds. Non, sont pas hyper emballés. Nous, on vous le recommande plutôt, L'Ultime Héritier, et puis allez découvrir Noblesse oblige avec Guinness dans Plein de rôles. Le film nous permet d'ouvrir le focus du jour. On s'est demandé pourquoi on fantasmait autant les riches sur le petit et le grand écran. Jingle. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Alors on vous a demandé, comme toutes les semaines... Est-ce que avant de passer à ça, en effet, on nous dit dans l'oreillette que Valentin a détesté le film L'Ultime Héritier. Oui, donc, tout à fait, il a détesté le film. Je l'ai pas dit parce que je me suis dit il est pas là, mais effectivement il a pas aimé le film. Il a dit que les gens cabotinaient. Ça cabotine un peu, que le scénario avait aucun sens. Ça se discute, mais c'est vrai qu'il y a des moments... Mais il est pas là. Il y a des moments où il y a un peu de verglas. On le fait parler, c'est marionnette. Du coup, il a tort. Mais voilà, les absents ont toujours tort, et si Valentin est là la semaine prochaine, il pourra vous répondre en courrier des perchés, et peut-être qu'il y aura d'autres gens qui nous expliqueront en message pourquoi c'était pas bien. Je disais que sur Instagram, on vous a demandé, comme toutes les semaines, quels étaient les films qui représentent les riches dans votre imaginaire. On a eu pas mal de réponses. Citizen Kane, La Grande Bellezza, Gatsby Magnifique, Picsou, Entre le ciel et l'enfer, Rebecca de Hitchcock, Parasite, et j'aime bien parce qu'il y a un des commentaires qui dit Basic Boy Choice d'Ezo, Triangle of Sadness, donc c'est sans filtre en français, À couteau tiré.
Le temps de l'innocence et Tout ce que le ciel permet, et après en série Succession, The White Lotus et Gossip Girl. Ouais, j'ajouterais The Gilded Age à cette liste. Tout à fait en série. Oui, tout à fait. Mais c'est marrant parce qu'on est un peu déjà dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on parle d'une représentation d'une forme de richesse qui est extrême. C'est-à-dire qu'il y a un côté à chaque fois dont on a posé la question de la richesse et des riches avec plein de guillemets, mais ça permet déjà de circonscrire un peu c'est les vrais riches. Le débat, c'est vraiment un truc les richios de jet privé. Ouais, voilà, d'un truc qui est inatteignable, d'une sorte de richesse qui est insensée et qui du coup est intéressante à représenter ou à voir. Alors on n'est pas remonté jusqu'à Gilgamesh dans la représentation des riches cette semaine. Ouais, enfin, ma réflexion là-dessus, c'est qu'en fait, traditionnellement, globalement, beaucoup des œuvres, même littéraires, au début, c'était pour parler des rois et des reines, bien sûr. et des dieux, et des légendes, dieux, etc. Donc on était déjà dans une forme c'est quand même, on a toujours parlé de ça, quoi. Car les rois du monde vivent au sommet, c'est comme dit la comédie musicale. Ils se battent entre eux. Oui, je ne sais plus laquelle, je suis très content de plus savoir laquelle. Mais non. Roméo et Juliette, enfin. Non, mais en tout cas, il y a un premier paradoxe qui nous est apparu, c'est que le cinéma, au départ, et on l'a répété plusieurs fois autour de cette table, est un art forain. Et pourtant, il y a eu effectivement les riches sont extrêmement représentés. Je pense que c'est un sentiment, et c'est pour ça qu'on a fait le focus, c'est que là on parlait de Lucie Méritier, mais récemment on s'est nous-mêmes posé la question de se dire on voit énormément les riches sur le petit et le grand écran. Déjà, première question, est-ce qu'il y a un sentiment de lassitude ou au contraire vous êtes quand même dans un truc un peu de fascination et d'amusement vis-à-vis de cette représentation? Moi, je trouve qu'il n'y a pas du tout de lassitude de ma part, personnellement. J'adore voir des riches. Ah ouais, vraiment. Vous êtes tous regardés en chien de faïence pendant 10 secondes en mode... Non, pas voir des riches, mais en tout cas, parce qu'on reviendra là-dessus, en fait, entre les notions entre riches et riches, mais en tout cas, je trouve que... En tout cas, moi, je suis toujours preneuse d'une satire sur les ultra-riches. Faut que ce soit bien fait. Mais d'une satire, c'est déjà un premier point. En fait, je crois que c'est ça qui m'intéresse. Enfin, en tout cas, c'est ça qui est jouissif. Mais oui, il faudra qu'on revienne sur la notion de riche et riche. Il y a des riches plus amusants à voir à l'écran que d'autres. Et ben on y revient juste après, Alban. Non, enfin, oui, je vais un peu rebondir sur ce que tu dis. En fait, le problème, c'est que ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'une... Effectivement, enfin, tu dis, c'est intéressant, en tout cas, c'est jouissif quand c'est une satire, mais qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? Enfin, tu vois, genre, ça peut... Enfin, je suis d'accord qu'il faut Parasite, forcément... ce n'est pas une satire, par exemple, c'est une critique. Mais si, Ah non, si, c'est une satire. Alors, tout dépend ce qu'on veut dire par satire aussi. Alors, si on oui, non, mais je veux dire au sens stricto sensu. En fait, aucun film que je connais va... Tu peux pas parler des riches pour dire que... va glorifier... Non. The Gilded Age n'est pas du tout une satire. Eh ben, je suis pas d'accord avec toi. Un peu, quand même. On se fout un peu de leur gueule quand même derrière. Parce qu'ils ont des enjeux tellement absurdes. Downton Abbey, complètement, qui fait par le même gars, c'est vraiment genre les mecs qui sont riches dans leur estate et qui sont blindés et on se fout de leur gueule parce que globalement la question c'est de savoir comment est-ce qu'ils vont porter le smoking le soir. Enfin, tu vois. Oh, mais tu vois, un Gossip Girl, je trouve, est pas vraiment une satire, peut-être à quelques endroits, mais c'est pas le cœur de la série. Pas du tout. Pardon. Non, mais moi, après, je me lasse pas du tout de ce genre de choses, mais ça dépend comment on me le montre à chaque fois. Et je trouve qu'il y a un côté presque trop facile de dire, allez, on va faire une satire sur une classe ultra représentée. Et en fait, dans nos cercles sociaux, dans notre tranche d'âge, effectivement, c'est quelque chose de presque facile. Moi, il faut qu'il y ait quand même une vraie proposition derrière. Et je trouve que typiquement, White Lotus saison 3 fait pas le taf. Là où vous faisiez taf saison 1, est-ce que c'est juste une question de temporalité ou alors c'est une question de discours qui se répète? Tu vois, ça pose quand même des questions à ce niveau-là. Je trouve qu'aujourd'hui c'est plus drôle. Ouais. Il y a peut-être un effet de lassitude aussi sur 3 saisons de White Lotus. Félix Laurent? Moi, je regarde pas The White Lotus, donc j'ai pas forcément de trucs à dire là-dessus, mais en effet, je peux comprendre qu'il y a un moment où c'est toujours pareil, quoi. Genre la corde est usée et que du coup, voilà. Je trouve quand même qu'il y a... alors, je vais dire un truc un peu hardcore, mais qui s'explique. C'est que ce qui est un peu triste, non mais ce qui est un peu triste en fait, et pourquoi moi ça me lasse pas trop de voir entre guillemets des problèmes de riches, c'est parce que souvent les gens riches, en gros, ils ont tellement d'argent et donc tellement de possibilités d'excentricité et de trucs que leurs problèmes peuvent être extrêmement compliqués et extrêmement divers. Alors que quand t'as pas d'argent, ton problème c'est juste de pas avoir d'argent, tu vois. J'ai envie de dire que plus t'as d'argent, plus tes problèmes peuvent être divers et inattendus. Avec une petite limite, parce que je pense à la série Shameless où c'est une famille qui a pas de thunes et toute la manière dont ils vont essayer de répondre à ça crée énormément de solutions et d'excentricité. Ouais. C'est une généralité qui a pas forcément de sens, tu vois, mais que ça se discute et tout ça, mais que je peux imaginer des séries et des trucs sur le fait d'être riche qui peut être extrêmement différent les uns des autres. En termes de fiction, tu veux dire? Oui, en termes de fiction. Oui. Mais tu vois, entre guillemets, il y a plein de manières d'être riche en fiction. Mais je pense que au fait d'être
pauvre. En fait, il y aurait des manières, comme tu parles de Shameless, mais de fait, la fiction le traite toujours un peu par le même prisme. Ça, c'est aussi un en problème. tout cas, dans le cinéma, les séries, c'est peut-être un peu plus. Je sais pas si c'est toujours le même prisme. Je pense que c'est aussi un prisme qui dépend beaucoup de l'époque, évidemment, dans laquelle s'inscrivent les différentes œuvres dont on parle. Enfin, je reviendrai sur ton parallèle avec les romans de chevaliers et les romans de trucs, parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce qui a remplacé ça, c'est les dynasties d'industriels, d'entrepreneurs, des gens qui ont peut-être fait fortune un jour et qui ensuite ont eu des enfants, et ce qui fait que leurs enjeux familiaux remplacent un peu les enjeux familiaux des rois, des reines, des princes, des princesses, et des dieux et des dynasties. C'est une série dynastie, tu vois. Mais je trouve qu'il y a aussi une forme aujourd'hui de retour en arrière, parce qu'il y a aussi ce sentiment que dans la société, les inégalités se creusent de manière tellement absurde que la fiction vient aussi combler, de manière parfois un peu cynique, parce que le cinéma reste une industrie, la série encore plus, vient combler justement ce besoin d'exutoire, de dire on va se moquer d'eux, on va un peu leur... L'existence de vrais ultra-riches aujourd'hui est un problème de société tel qu'il ne l'a pas été depuis très longtemps en fait. Alors que quand tu regardes beaucoup de films des années 80, même début des années 90, la richesse n'est pas du tout traitée comme un sujet. C'est-à-dire que le confort matériel est souvent un présupposé des personnages que tu vas suivre, contrairement aux films des années 60 et 70. Mais du coup, il y a une sorte d'aspiration au confort matériel, à la richesse, qui se reflète beaucoup plus dans des films des années 80. En fait, le fait même d'accéder à la richesse qui est beaucoup plus valorisée dans les années 80 qu'aujourd'hui. C'est Donald Trump dans J'ai perdu... The Apprentice. Mais non. Non, Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, voilà, merci. Qui est vraiment, c'est un espèce de caméo, il est hyper sympa, etc. Et c'est vu comme un espèce de businessman. Et même quand Harry rencontre Sally, enfin tout ce genre de films, alors qui sont des bons films, mais où en fait le confort matériel des personnages n'est jamais remis en question. C'est un présupposé, et ça, je trouve ça assez intéressant qu'aujourd'hui ce présupposé-là, alors il existe toujours. Il y a des films comme Malcolm et Marie là de Sam Levinson qui est un pur truc où ils sont dans un grand truc en verre, machin, etc. Mais peut-être ce besoin d'exutoire, il est plus présent aujourd'hui. En tout cas, c'est mon sentiment par rapport à ces époques. Manon ? En tout cas, je trouve que ça devient un sujet quand il n'est pas adressé, ça devient un peu problématique. Il y a une question de morale aujourd'hui. En fait, il y a un truc moral où, quand les gens ont ce niveau de confort matériel, financier et tout, je trouve que maintenant, en fait, on est dans une telle situation économique dans le monde que c'est un truc qu'il faudrait adresser, ne serait-ce que par un petit discours méta, une petite blague ou un truc. Moi, je me faisais la réflexion avec Shrinking, excellente série par ailleurs. En fait, ils habitent tous dans des superbes maisons dans les banlieues de Los Angeles. Pour habiter dans ce genre de baraque à Los Angeles, aujourd'hui, il faut être blindé de ouf. Et en fait, le mec, il est juste père célibataire et psy, et jamais c'est un sujet dans la série. Je dis pas que la série doit être là-dessus, c'est pas le sujet, mais... Pour moi, on l'adresse quand même dans la première saison un peu, genre en disant, en fait, les gars, vous vivez tous dans des maisons stylées, enfin, genre... Oui, mais c'est une phrase, c'est pas non plus... Oui, c'est pas le sujet de la série. Et surtout, c'est peut-être pas très représentatif de ce type de carrière et ce type d'appartement, mais qui a un autre problème en soi de personnages qui habitent toujours dans des lieux trop riches. En tout cas, cette exigence morale, elle est réelle. J'ai l'impression qu'on mais elle est très récente, c'est parce qu'en fait, qu'elle existe plus chez nous qu'aux États-Unis. Oui, il y a quand même un truc autour. Aux États-Unis, il y a encore récemment, je pense que tu vois, ça commence à craquer un peu et que ça l'est un peu moins, mais encore récemment, il y a l'idée que si tu es pauvre, c'est que tu l'as choisi. Oui, mais Joker était un des marqueurs, je trouve, du retournement de ce truc-là. C'est-à-dire qu'à un moment où, Joker fait 1,5 milliard au box-office en disant kill the rich, littéralement. Donc tuer les riches. Et c'est avec le fait que la famille Wayne, c'est devenu les méchants, alors qu'à la base, c'est les gentils parents de Bruce. Ouais. Et là, ils ont beau avoir, en gros, redonné vie à la ville, c'est quand même des gens qui exploitent des pauvres. Et pour moi, c'est le premier grand jalon, en tout cas, maintenant, moi je l'ai perçu, premier grand jalon de retournement, justement, de trucs où en fait, en effet, les Batman des années d'avant étaient des succès mondiaux, alors que Bruce Wayne avait des giga-caisses, il avait un giga-penthouse, et personne ne remettait jamais en question son confort matériel, et ni sur le dos de qui ce confort matériel était créé, et d'un coup, il y a un essoufflement des films de super-héros, et le film entre guillemets de super-héros qui vient cartonner, retourner la table, c'est Joker qui dit globalement, en fait, Bruce Wayne c'est le méchant de l'histoire, et ça vient taper à ce moment-là dans une espèce de, j'ai l'impression, d'inconscient collectif de finalement la réalité n'est pas
tant celle qu'on nous a racontée. Et ça me fait juste penser qu'il y a une série de comics qui est sortie récemment où on enlève un truc aux super-héros. Donc typiquement, Superman en fait n'a pas grandi sur Terre, et Bruce Wayne, on fait un Batman pauvre. Donc il y a quand même cette réflexion-là dans une série de comics récemment. Je trouve ça pas anodin. Alors on est tout de suite passé à ce qui devait être le point 2, mais c'est pas grave, cette question effectivement de la moralité. Est-ce qu'on a envie, quand on regarde une fiction sur des riches, est-ce qu'on a envie qu'ils soient punis? Je pensais à Parasite qui est extrêmement jouissif. Évidemment, Succession, ça, je suis pas d'accord. Non, c'est une question. Non, mais je suis pas du tout d'accord sur Parasite. Je trouve que l'intelligence de Parasite par rapport à plein de films, moi j'aime pas trop le côté punitif et tout. Je trouve ça sert à rien. Enfin, je trouve ça en vrai cynique et pour pas grand chose. Mais t'es pas trop Eat the Rich, quoi. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est juste que genre Joker et Eat the Rich, il a fait 1,5 milliard au box office. Les riches, ils ont bien mangé, t'inquiète. C'est des millionnaires qui disent aux pauvres de taper sur des milliardaires. Normalement, on en est là, quoi. Parasite, je trouve que ce qui est super, c'est que tous les personnages justement sont humanisés et sont troubles. Et du coup, ils sont tous très ambigus, les pauvres. Même en fait quelque part justement les riches, tu comprends leurs problèmes, tu comprends leurs problématiques, et du coup, je trouve qu'il y a un côté vraiment pitoyable. Les pauvres sont presque encore pires dans Parasite. Parce que tout le monde se cannibalise et tout le monde s'entretue, et je trouve que du coup, et c'est là-dessus qu'ils sont très forts, mais on en parlait aussi pour la police, les Coréens, c'est toujours une espèce de vue beaucoup plus structurelle que les États-Unis et la France. Exactement. Et je trouve que de la même manière que les violences policières c'est institutionnalisé, je trouve que évidemment il y a un côté très systémique à ces questions d'inégalité, et je trouve que justement les Coréens, ce qui est fort, c'est qu'ils te montrent ça. Et moi j'avoue qu'à chaque fois que en fait les riches deviennent un individu qu'on va venir punir, je trouve ça un peu problématique, parce que à mon sens c'est rater le problème, enfin tu vois, sous-jacent, et invisibiliser tout ce qu'il y a derrière. Si je reste chez Bong Joon-ho, pour le coup Snowpiercer, alors il y a une mais c'est son film américain et c'est pas le film le plus intéressant, tu vois, je trouve que je pense qu'il a fait Parasite en réponse peut-être un peu à la simplicité de Snowpiercer, je pense. Snowpiercer qui est d'ailleurs un truc français qui reprend complètement la même trame que le truc américain. Donc en fait, Snowpiercer, c'est une BD française en fait à la base, c'est ça, ouais. Oui, donc c'est pour ça qu'on n'est pas beaucoup mieux servi quand même chez nous d'un point de vue subtilité, quoi. Mais bref, il n'y a pas forcément toujours l'occasion de faire cocorico. C'est peut-être aussi pour ça, alors là j'ai peut-être vraiment simplifié, mais que les séries sur le sujet sont peut-être un peu plus réussies que les longs métrages, parce que ce qui est intéressant, je trouve, chez les riches, c'est quand même leur psyché et qu'est-ce que la richesse fait à leur psychologie. Et peut-être que dans les séries, on a davantage le temps de développer ça, ce qui fait que Succession est une très bonne série sur le sujet, que White Lotus aussi, il y a quand même un truc, c'est une vraie satire très... Yuri, il aime pas Succession. En fait, moi, je vais rebondir sur Succession, parce que moi, c'est une série sur laquelle j'ai vraiment eu du mal, et j'ai vu une saison, et j'ai fait l'effort de la regarder, et je ne nie pas les qualités techniques d'écriture, de fabrication, de jeu, de ce que vous voulez, mais Succession pour moi c'est une série sur laquelle j'ai toujours eu ce problème mais en fait j'en ai rien à foutre. Pas d'empathie pour eux. J'ai zéro empathie, et ils peuvent tous crever, et franchement ils peuvent crever à l'épisode 2, bon débarras, merci. Enfin c'est vrai que c'est tellement tous des connards que c'est un peu difficile. Ça me crée ce genre de d'émotion, de rejet par rapport à des gens que je vraiment très névrosés, Manon. Et en fait le truc c'est que pour faire une petite digression, c'est que Succession, c'est très inspiré d'une série anglaise que j'aime beaucoup qui s'appelle The Thick of It, qui est un truc un peu dans le même esprit mais sur la politique, mais sauf que c'est vraiment une série comique, et que Succession pour moi n'est pas une série comique. Alors là, on est vraiment pas d'accord. Et qu'en fait, voilà, il y a un sujet sur. Parce que nous on aime l'humour cringe. Alors déjà, moi j'adore l'humour cringe, et je trouve pas que Succession soit drôle. C'est une série très comique, et que en fait du coup il y a un truc où tout ça est assez tragique en fait pour moi. Mais c'est tragique aussi, mais c'est quand même très drôle. Ce qui n'est pas le cas de The Thick of It, qui est une série du coup plus légère et plus. Enfin, bref. Mais toujours est-il que c'est un prisme qui est assez particulier dans Succession. C'est-à-dire qu'il y a un côté où on se moque d'eux, et donc en même temps c'est des personnages détestables, mais c'est pas hyper drôle, enfin pas toujours, et que en fait ce qui leur arrive est super sombre. Enfin il y a une ambiguïté qui est assez particulière. Il y a quelque chose qui est vraiment terrifiant quand même. Et auquel tu peux adhérer ou pas, mais qui en fait moi je trouve rend la série difficile à regarder, quoi. Mais je rejoins Manon, et j'allais dire en fait c'est marrant parce que les séries sur les riches, genre White Lotus c'est un truc vraiment très très satire, mais on parlait de Gossip Girl, je pense que même The O.C., enfin Newport Beach en français, c'est des séries ados mais dans lesquelles on est dans un monde assez riche, et ça rejoint un peu ce que tu disais Laurent sur le côté ils peuvent avoir plein de problèmes, en même temps ils ont entre guillemets que des problèmes de riches, c'est-à-dire qu'ils sont détachés de problèmes matériels, ce qui est quand même quelque chose, c'est ce qu'on a reproché à Valeurs Sentimentales par exemple. Moi c'est ce que je reproche par exemple à Call Me By Your Name, qui est un film dans lequel j'arrive jamais à rentrer, parce que ces gens n'existent pas pour toi. En fait, il y a rien qui existe. Non mais peut-être qu'ils existent, mais le film t'adresse leur existence comme une espèce d'état de fait normal.
ce qui n'est comme si en gros l'espèce de noblesse italienne oui, et très fantasmée aussi quand même. Tout le monde parle 150 langues, qui est à moitié fantasmé. Je pense que c'est pas si fantasmé que ça, et je pense que c'est des gens comme ça. Quand je dis fantasmé, c'est que le film rend ça très, enfin c'est l'été, tout le monde est beau, il y a un truc, tu vois, volontairement. Je pense que pour beaucoup cette représentation là est fantasmée. Je pense que pour Luca Guadagnino c'est 100% premier degré sa vie. Donc il y a un côté où c'est cette notion là. C'est pour ça qu'il y a une espèce de déconnexion pour moi entre ce film-là et moi. Mais j'ai l'impression que c'est un problème qu'on adresse quand derrière les conditions de fabrication suivent ça. C'est-à-dire que c'est un reproche qu'on a beaucoup fait à 16 printemps de Suzanne Lindon qui est complètement déconnecté, mais parce qu'en plus il s'avère que c'est une Nepo Baby qui du coup voilà derrière les conditions de fabrication. Il fait un film à 20 ans permis par voilà. Et du coup c'est plus le même sujet. Non, c'est plus le même sujet, mais ce que je veux dire c'est que ce problème on l'adresse enfin voilà quand il y a tout autour qui rejoint ça. Dans Call Me by Your Name. Enfin, je sais pas comment expliquer ce que je veux dire. Non, mais je crois que je vois ce que tu veux dire, mais du coup. C'est un problème plus global, oui, quoi. C'est un problème plus global. Alors que je suis d'accord qu'il faudrait l'adresser vraiment totalement. Ouais, mais tu vois, si on en revient à et pareil, séries, je pense à Desperate Housewives, alors elles sont moins riches, mais juste par exemple, elles ont la possibilité de pas travailler. C'est quand même un truc qui est. Du coup, qui nourrit en fiction le fait que tu as des personnages qui n'ont pas besoin de travailler pour vivre, qui n'ont pas effectivement de problème matériel et qui du coup peuvent passer leur temps à faire beaucoup d'autres choses et en plus tuer des gens et en plus permettre quand même, et je pense très fort à Gossip Girl là-dedans, de pénétrer dans un monde auquel a priori le commun des mortels n'a pas accès, qu'on peut un peu fantasmer parce que d'un coup quand on est ado on se dit mais dis donc moi j'ai pas des robes aussi cool, je vais pas dans des lieux aussi cool et je fais pas des soirées avec des princes, enfin il y a cette espèce d'aspect fascination qui est pour moi l'autre versant du côté satirique. Les deux peuvent parfois aller ensemble, mais voilà, c'est pas que de la satire et de la moquerie. Et c'est ça qui est marrant, c'est que tu vois la manière dont, entre guillemets, et c'est pour ça que la satire elle marche pas toujours de la même manière et que tu peux faire en fait des choses qui sont pas forcément satiriques aussi sur les riches, et tu peux voir ça de manière différente. C'est que les riches qui entre guillemets se rendent pas compte et n'assument pas le fait d'être riches, c'est pour le coup assez problématique à mettre en scène. Et typiquement, c'est des choses qu'on voit plus modernes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a presque personne aujourd'hui, même des milliardaires, qui vont assumer qu'ils sont milliardaires. Tu vois, il y a un truc qui est. Et en même temps, regarde Caridas dans Tintin. Le mec qui joue dans Marty Suprême, là, vous avez vu son tapis rouge où il est complètement. Kevin O'Leary, là. Ouais, voilà. Lui, clairement, je pense qu'il assume 100% d'être milliardaire. Mais tu vois, genre, mais que typiquement, quand tu reprends par exemple à Downton Abbey ou à des gens en fait, qui à une époque où eux ils étaient richissimes, mais ils assumaient complètement d'être dans ce truc de genre, oui, bah nous on est riches, on est de la upper class, on est dans un truc qui nous distingue en fait par notre richesse. Ils sont paradoxalement moins odieux que des types qui vont être là dans un truc de genre ou alors dans un truc ultra ostentatoire où en fait genre je suis extrêmement riche et je ne construis ma vie qu'autour de ça, ou alors dans le déni un peu, ou alors dans une espèce de déni. Non mais en fait moi je suis comme toi et moi, j'ai une vie finalement un peu normale, etc. Tu vois, le personnage que se construit un peu Elon Musk aujourd'hui, tu vois, autour de ce fait de non mais moi je fais que travailler, je vis dans un truc machin. Oui mais t'es pas comme toi et moi, tu vois. Enfin il y a un truc où genre arrête, enfin et que la manière dont on parle de la richesse dans la fiction, elle tient quand même pas mal au fait de est-ce que les personnages en ont conscience, est-ce qu'ils l'acceptent et comment est-ce qu'ils l'assument. Tu vois. En fait, je pense que, ce serait un peu loin à expliquer, mais disons que les gens avaient peut-être moins besoin de se justifier avant, que ce soit les producteurs, les cinéastes, les acteurs, parce qu'on était dans un monde qui était beaucoup moins saturé d'images et que le cinéma incarnait une forme de rêve et que, effectivement, ça représentait l'inaccessibilité. Aujourd'hui, dans un monde où tout le monde peut faire des images, où on a appris que le cinéma peut nous montrer autre chose qu'un monde fantasmé, que l'accès au confort matériel, que le monde des paillettes, etc. Et ben on a envie de voir autre chose et on a envie de se dire aussi, mais vu que les gens sont comme nous, ou potentiellement comme nous, parce qu'en fait je l'ai vu bouffer une glace sur Instagram avant-hier, et ben je peux me dire que cette absence de justification de leur richesse devient un tort en fait, et qu'on est obligé, qu'ils se mettent dans la position de se justifier obligatoirement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes avec nos yeux de spectateurs, moi je me suis encore fait, même si on va en parler la semaine prochaine, la remarque sur The Drama, où on a affaire à des gens, quand ils se rencontrent de 28 ans, ils vivent dans un appartement en plein New York, un triplex de je sais pas combien de mètres carrés, et effectivement tu te poses la question, tu te dis... ce qu'on appelle les drames haussmanniens, nous, autour de cette table, c'est les films français qui se posent pas la question. Les gens sont riches alors qu'ils font des métiers qui a priori sont, enfin tu vois, ils sont éditeurs, ou ils sont profs. Mais dans les drames haussmanniens, je trouve ça
presque tellement risible aujourd'hui que j'ai presque plus envie qu'il se justifie. Mais regarde, on s'est fait la réflexion dans aux États-Unis, on LOL. pourra parler de Quand Park on a Avenue revu Drama, LOL, de- on s'est dit c'est quoi cet appartement? Qui a cet appartement? Elle est architecte, le ça n'a pas premier, de sens. ouais, ok, Ouais. ouais. Le premier LOL. Mais tu vois, dans ce que tu dis, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est qu'on parlait de Gatsby le Magnifique et je parlais de Newport Beach. C'est aussi des films dans lesquels alors, Gatsby, il est quand même, il est pas pauvre, mais typiquement, souvent un personnage pas riche ou moins riche qui pénètre dans ce monde-là et qui nous permet, nous, ce regard de spectateur, tu vois, sur ce on monde-là. incarne cette trajectoire. Ouais. Enfin, tu vois, on l'a su, on l'épouse plutôt. Mais- Et le pouvoir et l'accès à la richesse corrompt assez souvent quand même dans les films. et les Ouais, séries. mais en fait, tu vois, c'est marrant. Je trouve que ce truc-là, en fait, la richesse est aussi un moteur esthétique qui donne une DA à un film. Je trouve, moi, c'est le problème que j'ai avec Call Me By Your Name, mais je te rejoins 100% Yuri là-dessus. C'est-à-dire que je trouve qu'en fait, tu peux me montrer une histoire d'amour gay sans forcément que ça soit tragique. Je comprends les intentions du film, mais montre-moi à un moment donné dans ton film quand même qu'il y a un peu de violence sociale, parce que je veux dire, objectivement, surtout dans les années 80, il y en avait. Mais tu vois, genre typiquement Emerald C'est une Fennell. bulle préservée d'intellectuels. Ouais, mais mais en fait, ça donne un filtre Instagram en fait complément à ce film-là, et c'est pour ça qu'il a cartonné. C'est-à-dire que tu fais comme Call Me By Your Name et t'as pas cette espèce d'esthétique vacances, sunny, tout est hyper cool et tout le monde est super beau et machin. Bah en fait, ça marche moins bien. Et donc typiquement Emerald Fennell, qui en plus je crois est complètement aristo et vient de là, c'est pareil. Je trouve qu'elle utilise en fait ces grands châteaux dans Saltburn, etc. pour faire une espèce d'esthétique un peu marquée, potentiellement choc parce que ça va être la subversion bidule, mais tout ça reste extrêmement vain et je trouve que c'est pareil, c'est très déconnecté. Donc même d'un point de vue esthétique, je trouve que il faut se poser des questions de représentation. C'est un truc qu'on se dit, qu'on se dit tout de suite sur le côté très clinquant. Et je me souviens que tu avais fait la réflexion sur par exemple F1, le film Formule 1 où il y avait ce truc-là de trucs très clinquants. Alors obscène même. En tout cas une espèce d'opulence presque obscène. Et c'est vrai qu'il y a souvent le même type de DA quand on représente des riches, on pense à une image assez claire avec beaucoup de doré. Enfin, il y a un truc vraiment assez cliché. C'est direct des beaux décors, des beaux acteurs, des beaux machins. Et je pense à un truc, c'est typiquement, je me souviens de Xavier Dolan au moment de Mommy qui disait, mais en fait, moi j'ai envie de filmer des pauvres, avec de la lumière, de la couleur, etc. Et d'un peu d'inverser le truc. Alors, on pense qu'on veut de Xavier Dolan, et voilà. Je pense qu'on peut souffler très fort, mais j'avais trouvé ça assez marrant qu'il soit fait cette réflexion-là. Que soit conscient de sa part. C'est un peu ce que font les Boukarma aussi. Oui, autrement, pour le coup. Et moi, je voulais rebondir sur un truc qu'avait dit Félix, parce que je sais pas si on va en reparler après, mais effectivement que le fait de filmer les riches devient un moteur esthétique, en tout cas, on n'a pas besoin de se justifier esthétiquement, c'est super intéressant, parce que je pense qu'il y a des films qui n'existeraient pas sans ça, et je pense notamment à La Grande Bellezza, où moi j'avais beaucoup de tendresse pour ce film-là à l'époque, et c'est vrai que plus on y pense, même s'il il y a une satire en fait quand même sur cette classe-là, mais quand même regarder avec bienveillance, enfin, en fait, on l'apprend par avec l'épaule. une forme de nostalgie de ce que ça a été. Versus ce que ça devient. Oui, et en même temps, on est tous comme ça, nos existences sont vaines, alors faisons semblant. Et en fait, n'importe quoi. Le fait qu'il n'y ait aucune violence sociale, ou si peu dans La Grande Bellezza, à part dans quelques moments, et c'est pareil même dans son dernier film dont j'ai oublié le nom, à Sorrentino, le fait qu'elle arrive par bribes et qu'on voit une société italienne. Non, il y a eu un film depuis Partenope, donc vous avez pas le droit. Et je trouve qu'effectivement, ce cadre, en tout cas cette classe comme moteur esthétique, permet aussi de moins se poser de questions. Dans les films d'Emmanuel Mouret, par exemple, on s'étonne pas en fait de les voir dans les appartements haussmanniens et de mettre un costume en velours côtelé, parce qu'on se dit il a un petit peu d'argent, il est professeur et c'est comme ça qu'il doit s'habiller. Et de toute façon, ce monde-là n'existe pas chez Emmanuel Mouret. Il y a un côté un peu. Mais il y a un côté presque assumé dans le Mouret. Mais c'est vrai qu'effectivement. Qu'il n'y a pas du tout chez Assayas dans Hors du Temps ou de ce genre de film. Mais en fait, Assayas pour moi fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on est typiquement dans l'exemple de Laurent où on a affaire à un gars méga blindé qui s'assume pas du tout. Ouais. Ou qui se pense normal. Qui se pense comme toi et moi, etc. Il fait pas grand chose et qu'il a. Enfin bon, bref. Et sur la DA riche, il y a un film, je trouve, qui l'embrasse et l'interroge bien. Et pourtant, c'est pas un film que j'ai adoré, mais c'est The Materialist de Céline Song, qui a vraiment ce truc qui filme des appartements où vraiment il y a les codes des gens riches, modernes. Enfin, ça se va jusque dans les couverts, les marques des couverts, et on voit que c'est moche. Et bon, moi, je sais pas, mais en tout cas, 10 minutes de film, franchement. mais en tout cas, je trouve qu'il y a une vraie réflexion méta sur, ces appartements qu'elle filme et les objets qu'elle choisit de filmer. C'est parce que The Materialist, c'est comment prendre l'amour d'un point de vue économique. Ouais. C'est quand même très spécial. Juste que dans la DA, c'est une vraie bonne elle réflexion. Enfin, moi, j'ai plutôt bien aimé le film aussi à cause de ça. Mais c'est sûr que, enfin, je te rejoins 100% sur ton constat de les images aujourd'hui qui sont en fait cette espèce de DA riche où personne ne se pose de questions matérielles, c'est les réseaux sociaux, et que du coup, je pense que le cinéma doit évoluer et effectivement apporter un espèce de contrepoint, parce que sinon, en fait, c'est des images qui se confondent avec ce qu'on voit sur les réseaux, et du coup, ça n'a plus aucun sens. Et c'est tout le problème que j'ai avec. Il y a aussi une notion de fabrication des films, parce que ce dont tu parles de DA, c'est que, en tout cas, le cinéma grand public hollywoodien est de plus en plus fabriqué de manière standardisée dans des intérieurs qui ne sont
plus des intérieurs normaux entre guillemets. Et ce sont des grands. Alors ça a toujours été filmé en studio. On est bien d'accord. Mais on va dire la déconnexion même des comédiens de la vie de tout le monde, elle se reflète aussi dans les décors dans lesquels ils vont tourner, dans lesquels ils vont accepter de tourner, dans le nombre de comédiens qu'il peut y avoir autour d'eux sur un plateau. Pourquoi ils vont faire White Lotus non mais voilà, et du fait qu'ils ne prennent plus la voiture aujourd'hui dans les films américains, c'est toujours sur des fonds verts, etc. Alors même si on est d'accord, ça a existé, mais fut un temps, Al Pacino allait vraiment dans les clubs gays avec William Friedkin. Oui. C'est un truc. On filme plus la vraie vie en fait. Du coup, comment on l'a reconstruit. Mais et même en fait, il y a un truc que je trouve qui est presque un truc de serpent qui se mord la queue, qui est un peu déprimant, c'est que cette esthétique riche. Un peu comme tu l'as dit dans The Materialist, où tu vois où ils sont chez eux, que toi tu trouves moche, et ce que Ah non, mais moi je trouve que c'est bien filmé dans Materialist. Non, mais j'ai plutôt tendance à le partager, mais je veux dire. Ça, c'est une question de goût et de couleur. C'est une question de goût à la rigueur. C'est qu'en fait, cette espèce d'esthétique de la richesse mondialisée, elle existe partout. Et qu'en fait, tu les vois dans The White Lotus. Je trouve que c'est assez bien mis en scène. C'est-à-dire que cette espèce d'esthétique de ce que tu peux voir, en fait, des éléments des hôtels qui soient partout dans le monde, et ben la réalité, c'est que c'est un peu tous les mêmes. Ils ont tous un peu les mêmes meubles. Ils ont un peu tous les mêmes trucs et ils sont réels. C'est-à-dire que, en fait, cette espèce d'idée de ces riches qui vivent dans cette espèce de bulle mondialisée où ils vont que dans des endroits où tu vas trouver les mêmes meubles, les mêmes trucs, etc. Cette esthétique-là, elle existe en fait. Même tu vas toujours dans les Four Seasons parce que tu sais que tu vas trouver je sais pas quoi ou dans ça, en tout cas, c'est le concept de la chaîne des grands hôtels. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a même des gens qui finissent par avoir ça chez eux. Oui. Où t'as en fait, chez eux, c'est comme dans un palace. Où t'as des trucs et donc ça n'a aucun sens. Et donc ça n'a plus aucune personnalité. Et ça devient un truc genre très désincarné et bizarre qui incarne juste cette espèce esthétique de la richesse qu'on peut voir mettre en scène dans des films. Mais je vais oser parler d'un truc qui est absolument pas de la fiction, mais moi je regarde L'Agence, la série de télé-réalité des enfers sur Netflix. C'est complètement ça, non? Et typiquement, c'est fou parce que dans la première saison, ils étaient à Paris, dans les saisons d'après, ils sont en France en général, et maintenant ils sont dans le monde entier. Et tous les putains d'intérieur, c'est exactement les mêmes. Et il y a un truc vraiment, et d'ailleurs, on dirait des hôtels. Enfin, il y a un truc qui est absolument fascinant. Voilà. C'est hyper déprimant. Et la télé-réalité est vraiment le premier médium à avoir embrassé, genre sans aucune honte, cette ultra richesse, quoi. Enfin, entre les Kardashians, l'agence. Et d'en avoir fait un objet de fiction désirable. Parce que avec les Kardashians, avoir rendu riches des mecs qui se faisaient passer pour riches avant la télé. Mais c'est pour ça que tu vois que typiquement Drive to Survive a marché et qu'on a eu Formula One. Enfin, c'est cet accès à ce truc-là. Et moi, je pensais même au Loup de Wall Street de Scorsese, où il y a un truc dans la personnalité du mec qui est très télé-réalité en fait. C'est un gars qui se met complètement en scène, qui s'invente un personnage, etc. Donc effectivement, il y a un truc, je pense, enfin voilà, entre la télé-réalité et cette mise en scène des riches qui s'est un peu touchée. Et la télé-réalité, enfin je veux dire, quand nous on a découvert la télé-réalité en France, Love Story, etc., c'était pas exactement ça. Non, ça n'a rien à voir avec les Kardashians. C'était même des gens, des gens normaux, voire même qui viennent de classes populaires. Voilà, exactement. Et c'est un truc qui a complètement changé aujourd'hui parce que c'est devenu un métier. Enfin, c'est-à-dire les stars de télé-réalité aujourd'hui, c'est des professionnels, etc. Donc, oui, complètement. Voilà. Oui, j'adore qu'on ait fait un focus sur la représentation des riches au cinéma et que finalement on se retrouve à parler de télé-réalité et des Kardashians, mais en même temps, Kim Kardashian est maintenant une actrice. Oui. Donc voilà, est-ce qu'il y a un film de riches que vous avez envie de conseiller? Je vais dire Parasite, comme ça personne peut le dire après. Moi, j'y ai réfléchi tout à l'heure et j'aimerais bien conseiller, je pense que tout le monde l'a vu, mais Clueless, qui est un excellent film qui, je trouve, présente des personnages riches mais sympathiques, avec un vrai capital sympathie, tout en s'interrogeant et en ayant un discours sur les privilèges et tout ça, en étant un bon teen movie, en étant vraiment plein de choses à la fois, et j'aime beaucoup ce film-là. Et en série, Loot je crois que c'est HBO, avec Maya Rudolph qui joue une richissime milliardaire qui vient de divorcer, qui perd tout et qui va trouver un peu refuge dans une de ses fondations qu'elle calculait pas trop avant, et voilà, qui va reconstruire sa vie dans cette fondation, et c'est avec Maya Rudolph, donc c'est très drôle. Laurent? Moi, je vais pas pouvoir me retenir de citer Le Souper d'Edouard Molinaro, avec juste deux personnages qui sont parmi les hommes les plus riches de France à ce moment-là. Donc ça parle pas vraiment de richesse au sens strict, parce que c'est plus un truc sur la politique et machin, mais bon, ça adresse le fait qu'ils sont riches aussi. Et t'en as fait une carte blanche? J'en ai fait une carte blanche et j'adore ce film. Alban? Je réfléchis encore. Tu réfléchis, Félix? Moi j'aime pas trop ça, mais du coup je dirais peut-être Social Network. Ouais. Accès à Mais oui, c'est vrai qu'il traîne avec des gens excessivement riches. La conclusion parle de ça et on parle d'argent. Oui, il parle de ça complètement, d'accès. Bien sûr.
Yuri. Vous avez cité déjà plein de bons films. Moi, j'ajouterais la série Schitt's Creek avec Eugene Levy et Dan Levy et tout un tas d'autres gens et Catherine O'Hara. Oui. C'est du coup, en effet, c'est l'histoire d'une famille pareil richissime de New York qui se fait complètement flouer par leur expert comptable, un truc comme ça, et ils se retrouvent donc avec rien sauf qu'un jour, pour rigoler, le père avait acheté une ville qui s'appelait Schitt's Creek, donc le truc est une vanne, et ils se retrouvent à devoir habiter là-bas, et c'est hyper bien. Et tu me donnes une transition parfaite, parce que c'était l'élément que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas parlé des riches qui étaient déclassés, mais je pense que limite on pourrait avoir un focus entier sur la faillite au cinéma. C'est un élément narratif à part entière. Et exactement, on clôture ce focus, et évidemment n'hésitez pas à nous dire s'il y a des angles morts qu'on a vus, des films, séries qu'on n'a pas cités, on vous répondra dans le courrier des perchés comme toutes les semaines. Et on part sur notre dernier débat de la semaine. Oui. Par contre, si vous êtes super riche, n'hésitez pas à nous envoyer un chèque. Ouais, grave. Balancer de l'argent à la gueule, on est hyper chaud, je vous mets mon rib dans la description. Et on va parler de Plus fort que moi de Kirk Jones, I Swear en anglais. I swear by Almighty God that I will tell the truth. That I will tell the truth. You're a cunt! Hey! Hitler! Shh, John, come on. Dans les années 80, John Davidson grandit avec le syndrome de Gilles de la Tourette, une pathologie encore largement méconnue à l'époque. Entre incompréhension, stigmatisation et détermination, son parcours, d'abord semé d'embûches, se transforme en combat pour être reconnu tel qu'il est, au-delà des préjugés. Le film Laurent, pardon, je me tourne vers toi. C'est un film que moi j'ai découvert au moment des... C'était quoi? C'était quels awards? Des Golden Globes. Des Golden Globes. Des BAFTA. Par une séquence très gênante. Le film a fait beaucoup parler de lui au moment des BAFTA parce que en fait le film est inspiré d'une histoire vraie qui est le personnage dont j'ai oublié le nom, mais qui est du coup était dans la salle et qui a eu un moment de John Davidson. John Davidson, je pense que c'est son vrai nom dans le film. Il y a eu un moment où il a pas su retenir son syndrome de Gilles de la Tourette et il a utilisé un épithète raciste pour décrire les deux personnes noires qui étaient en train de donner un prix, ce qui est extrêmement gênant. Que la BBC a choisi de ne pas couper. En revanche, ils ont coupé les Free Palestine de je ne sais plus qui. Non, mais c'est absurde. Ce qui est un choix quand même. Des choix éditoriaux très. On va peut-être préciser que c'est parce que là j'ai fait des vannes dans l'intro, mais que le syndrome Gilles de la Tourette c'est un peu plus large que dire des insultes. C'est un syndrome neurologique. On ne retient pas à la fois des gestes et des. Et le film l'explique de manière assez didactique et plutôt bien avec des moments assez solides dessus. Moi j'ai plutôt au-delà de cette polémique qui finalement n'est en réalité pas si intéressante. L'acteur en principal a eu, il me semble, le BAFTA du meilleur acteur. Face à DiCaprio, Chalamet. Ce qui pour le coup est complètement mérité parce qu'il est vraiment excellent dedans. Il arrive vraiment à porter le film sur lui et il est extrêmement crédible quand il joue les moments de Gilles de la Tourette, etc. On sent quand même qu'il y a un travail très très solide et pour un type qui a... Robert Aramayo. Ce qui peut être d'ailleurs extrêmement casse-gueule, la représentation de la maladie mentale. Et lui, il le fait super bien et il a un charisme assez étrange en fait, ce qui fait qu'on arrive toujours à croire que c'est une espèce de prolo du sud de l'Écosse et qu'il est vraiment... Sachant que l'acteur est anglais. Donc, en plus de Gilles de la Tourette, il prend l'accent écossais. Super casting, super performance d'acteur. Donc là, pour le coup, c'est complètement mérité. Et je trouve que le film est plutôt sympathique dans l'approche qu'il a de raconter cette maladie par le biais d'un truc un peu humoristique, ou en tout cas toujours un peu prendre cette espèce de tangente pour dédramatiser en fait cette maladie. On n'est pas du tout dans le pathos, on n'est pas du tout dans le cancer porn, on n'est pas du tout dans ce truc-là, au contraire. Et c'est dans le Tourette porn, c'est assez amusant et c'est plutôt bien fait. Donc ça reste un film que je trouve assez plaisant à regarder. J'ai quand même quelques réserves, et notamment sur la manière dont ce film est globalement construit. C'est-à-dire que je pense que le film essaye un peu trop de se rapprocher de la réalité de ce personnage-là, et que du coup, il y a des moments où en fait, on a ce type qui est quand même très passif et à qui il arrive des trucs sur lesquels il finit par finalement avoir assez peu de prise, à s'engouffrer dans des opportunités. Ce qui est du coup un peu gênant pour un film qui dure 1h45, donc qui dure 2 heures quand même, qui dure 2 heures, qui est pas si long, mais qui du coup il y a un peu des moments en fait où on revoit un peu les mêmes scènes les unes après les autres et on a un petit peu compris
plutôt que d'essayer de me construire de comment ce type va finir par être pas anobli, mais enfin être décoré par la reine, parce que il a construit tout un. En tout cas, il a fait partie d'un truc qui a servi à expliquer au monde ce que c'était que le syndrome de Gilles de la Tourette, et que voilà, on n'allait du coup pas mettre en prison des types parce qu'ils ont insulté des flics, juste parce que voilà, c'est entre autres. Et de comment on peut les insérer, etc. Ce type, en fait, le personnage du film est très très passif en fait autour de ça. Et ce que je trouve assez bizarre, parce que du coup, toute cette partie où on va le voir justement essayer de galérer à construire cette awareness autour de ça, elle n'existe pas du tout. C'est pas du tout le sujet, c'est pas du tout le projet du film. Et pour moi, c'est un peu un manqué. Même si dans l'absolu le film est plutôt plaisant, il y a quand même un peu un vrai ventre mou où il se passe pas, où ça se répète un peu, et c'est un peu dommage, et c'est un choix, et c'est ce qui fait en fait à mon avis que ce film passe un peu à côté de la plupart des grandes remises de prix et des trucs, parce que oui, c'est un peu faiblard par rapport au projet. Finalement, un peu faiblard, alors qu'il y avait vraiment un sujet et vraiment matière à faire un truc qui aurait pu être un excellent film, surtout vu le casting, quoi. Donc, qu'on avait découvert alors qu'il jouait la version jeune de Ned Stark dans Game of Thrones, ce comédien. Tout à fait. Et donc petite déception, un peu, même si dans l'absolu, ça reste un film assez sympathique. Manon, pour toi aussi, c'est une réussite en demi-teinte ? Ouais, je partage complètement l'avis de Laurent. En fait, même au-delà de en demi-temps, c'est-à-dire que la première partie est réussie et la deuxième, je trouve, est assez ratée. Il y a quand même un truc d'équilibre super compliqué que le film réussit à trouver, je trouve, parce qu'il y a un côté quand même presque un peu feel-good movie. Il a quand même un peu des anges gardiens qui arrivent et qui lui facilitent la vie et tout ça, tout en étant extrêmement tragique. Et en même temps, ce gars qui balance des horreurs en permanence. Et avec des moments très beaux aussi. Avec des moments très beaux. Enfin voilà, il y a tout un, je trouve un équilibre qui est quand même assez joli. Je trouve aussi que forcément, ça crée des situations assez cocasses, parfois sa maladie, mais le film s'en sert pas de levier humoristique trop facile. En fait, on rigole pas tant que ça devant le film, je trouve. Non, puis surtout qu'en fait, il y a un moment où on refait un peu tout le temps les mêmes vannes, forcément, tu vois, on rigole un peu de sa tourette, et qu'il y a des moments où ça revient un peu trop souvent, je trouve. Mais... moi, je trouve que pour le coup, ça s'est bien géré, et qu'en fait, il y a plein de moments où son syndrome s'extériorise qui sont vraiment pas drôles du tout. Moi, les seuls moments qui me faisaient rire, c'est il se sent obligé de faire des bisous au lampadaire qui... Ouais, il a des tocs sur... Parce qu'en fait, le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est beaucoup plus large que ça. En fait, le film est vachement bien là-dessus. C'est pas du tout que des insultes, c'est aussi des mouvements complètement incontrôlés des bras, donc il se met à frapper des gens. Il a des espèces de tocs. Il crache sur quelqu'un à table. Il crache beaucoup. Il a des tocs où il doit faire des bisous au lampadaire, on sait pas trop pourquoi. Et ça commence, et je trouve que le film est tragique là-dessus, sur la première partie, quand il est enfant, et l'acteur qui le joue enfant est d'ailleurs très bon aussi. Parce qu'on sait ce qui va lui arriver, et on voit la maladie qui commence à se développer avec juste une espèce de tic de tête et tout. Et c'est hyper angoissant, et c'est super réussi. Effectivement, l'acteur est assez formidable. Le problème, je trouve, c'est, comme tu le disais, ça veut trop coller à la vraie vie de ce mec-là. À la fin, on a des vraies images de lui et tout. Et du coup, la deuxième partie, problème du biopic. Voilà, c'est un biopic classique, et on a l'impression qu'il veut faire tout rentrer dans la dernière partie. Et du coup, on précipite tout, alors que c'est quand même un gros morceau. C'est-à-dire qu'à la fois, il va commencer à essayer de visibiliser cette maladie, organiser des week-ends pour réunir des enfants qui ont cette maladie-là. On trouve potentiellement un espèce de remède, il devient un peu cobaye pour tester un truc neurologique et tout. Enfin, il se passe quand même des trucs de fou dans sa vie. Et en fait, tout est un peu comme ça, bazardé. Sachant qu'avant, pendant une demi-heure, en fait, on a vu des scènes qu'on a plus ou moins... Voilà, beaucoup où il se fait finalement... il insulte, il se fait agresser. Il y a eu effectivement un peu de répétition avant, pas toujours nécessaire. Et la fin est un peu bâclée, et on dirait vraiment un biopic classique de happy ending, un peu dommage, je trouve. Donc voilà, je trouve que ça aurait pu faire une comédie sociale britannique très drôle. J'ai vu pas mal de comparaisons d'ailleurs avec Le discours d'un roi, tu vois, sur pour le coup le bégaiement. Ouais. Ah, je trouve que c'est un film assez différent pourtant. Ouais, je l'aurais pas. C'est juste que les mecs, ils ont dit syndrome neurologique égale même film. Non, quoi. je pense que c'était sur le côté aussi feel good, et avec un peu d'humour, et en même temps, tu vois. Alors après, il y en a un qui est roi, il y en a un autre, il tient un centre social. Au fin fond de l'Écosse. Ça crée des différences. Ça crée quelques différences, on vient d'en parler. Voilà, au sujet du focus, c'est pas tout à fait la même histoire du coup. Mais en tout cas, pour comprendre ce syndrome, c'est super intéressant, parce que moi, je connaissais rien à part les insultes, et vraiment, c'est plutôt reco. Tragique. Plutôt reco, sachant qu'il faut on aura tout recommandé cette semaine. On a passé plutôt une bonne semaine à tout recommander, et on enchaîne avec les recos de la perche. Perdons pas de temps à Salamalek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy ? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Et je commence avec toi, Félix, qui a été voir Un jour avec mon père, film qui était à Cannes mais qu'on n'avait pas vu à l'époque, et qui surtout n'avait pas le même titre.
C'était sur le titre anglais My Father's Shadow, je crois. Ah oui, ok. C'est un bien meilleur titre Bah, que oui. Surtout quand tu as vu le film. Mais ça se passe quand même en une journée. Ça se passe quand même une journée, tout à fait. Ça va C'est déjà. un film de Akinola Davis Jr. Ça a gagné, je crois, une mention spéciale à la Caméra d'Or. Ouais. Et c'est le premier film nigérian sélectionné à Cannes de l'histoire. Où j'ai pas compris si c'était de manière générale du festival ou juste à la sélection Un Certain Regard. Mais bon, en tout cas. Dans tous les cas, il n'y a pas dû y en avoir beaucoup. Voilà. Surtout si c'est un certain regard, tu vois, c'est pas en qu'il y a une compétition. grosse production C'est nigériane. officiel, ceci. Ouais, carrément. Mais bon, qui, je pense. Qui va pas trop à Cannes. Je crois que c'est de toute snobé. l'histoire du festival de Cannes, il me semble. Ok, ben voilà. Il me semble. Et donc ça raconte en fait, donc c'est une espèce d'histoire semi-autobiographique où c'est donc un père qui emmène ses 2 enfants parce que donc ils habitent dans un espèce de village un peu périphérique de la ville de Lagos, qui est une grande ville du coup au Nigeria, et il doit récupérer en fait, enfin on lui doit de l'argent, et donc il va en fait voir son employeur, et donc il emmène ses 2 gamins, et il se trouve que cette journée, c'est la journée du coup, donc ça se passe en 93, où il y a eu une élection en fait au Nigeria, une des premières depuis le coup d'état de 88 je crois, si je dis pas de bêtises, et où en fait du coup évidemment le gouvernement en place refuse plus ou moins, enfin fait traîner un peu le comptage des voix, et refuse évidemment de céder le pouvoir, et en fait c'est un film qui est assez impressionnant, assez incroyable, qui dure 1h30, donc qui est assez rapide. C'est une espèce d'errance, il n'y a pas vraiment d'histoire au sens où les personnages n'ont pas de parcours vraiment narratif précis, mais où je trouve que tout le film du coup se passe presque à hauteur d'enfant. Des enfants qui découvrent en fait la ville parce que eux ils ont été habitués à juste vivre dans leur village, donc il y a évidemment tout le folklore en fait de la ville qui est montré, qui peut être un trope qui moi personnellement me dérange un peu dans justement certains films. Là en fait, comme c'est un point de vue d'enfant, l'espèce d'émerveillement, en tout cas l'exotisme entre guillemets qui peut sortir de ces images est complètement annihilé, parce que justement presque justifié par la narration. Je trouve qu'en plus il y a un travail de montage assez extraordinaire où il réussit à représenter donc l'émerveillement, la douceur en fait en vrai de tous ces environnements et cette espèce de frénésie, avec en même temps toujours en arrière-plan ce danger, parce que évidemment la ville est surmilitarisée de manière même un peu appuyé par moment, mais bon c'est un premier film, forcément il y a des petites erreurs et c'est normal, mais je trouve vraiment que le montage est hyper saisissant et réussit à dresser un portrait de la masculinité que je trouve hyper fort, parce que ce père est une figure assez magnétique, mais dans le bon sens du terme, où voilà, je trouve qu'on essaie de représenter l'amour qu'il a pour ses enfants, et en même temps il est emprunt à beaucoup de contradictions qui sont aussi dues par moments à son héritage de son propre père, etc. Enfin bref, je trouve vraiment que c'est un film qui est assez impressionnant de maîtrise. La photographie est magnifique, les acteurs sont assez impressionnants et saisissants. Le père est joué par Sopé Dirisu, qui est un acteur, je crois, britanno-nigérien. Incroyable acteur. Et donc alors je sais que le film est assez peu distribué, il est sorti il y a une semaine, mais si jamais vous avez l'occasion de le voir, il est encore disponible cette semaine, vraiment foncez, parce que je trouve que c'est vraiment un film qui est très très fort, et qui raconte aussi quelque chose de la vie voilà, démocratique du Nigeria, que je trouve encore une fois très fort, et que moi personnellement je ne connaissais pas du tout, donc voilà, je le recommande beaucoup. Et Alban, toi tu nous recommandes une série qui a un très bon titre. Quelqu'un devrait interdire les dimanches après-midi. Effectivement, c'est une série qui est diffusée sur Arte en ce moment, enfin en tout cas depuis le début du mois de mars, parce qu'on est le 1er avril, et c'est une 2 avril. Le 2 avril, effectivement, et c'est une série d'une réalisatrice espagnole qui s'appelle Isabel Coixet, qui est une réalisatrice qui a fait notamment un film qui était assez touchant, Ma vie sans moi, avec Marc Ruffalo et Sarah Polley, et qui a fait aussi plusieurs séries, d'autres séries qui avaient été diffusées sur Arte. C'est une série que j'aime beaucoup parce que il y a plein de clichés, mais en même temps il y a un vrai amour du cinéma. L'histoire, c'est une jeune fille qui arrive à Paris pour étudier le cinéma, qui obtient une bourse, qui cherche une coloc et qui se met en coloc avec deux amis d'enfance, un qui est incarné par Théo Christine et l'autre qui est incarné par Clara Breteau qu'on avait vu dans les Amandiers, notamment de Valéria Bonini Tedeschi. Et elle est jouée par Liv Enneguet. Enneguet, ouais. Liv Enneguet. Et en fait, leur rituel, c'est que chaque dimanche après-midi, ils regardent un film déprimant, en tout cas qui doit les faire pleurer ou leur faire peur, etc. Donc en plus de cette histoire de chercher à faire du cinéma dans un monde où c'est de plus en plus dur de faire du cinéma, avec des scénarios qui sont de plus en plus formatés, etc. La série adopte épouse ce discours-là, et en même temps donne plein de titres de films, donne envie d'aller au cinéma, donne envie d'aller dans les salles du quartier latin. Elle va citer autant des films de Varda, des films ici de Guy Gilles à un moment, donc un petit clin d'œil à
Imen qui a fait une carte blanche sur Guy Gilles. Voilà, en fait, je trouve que ça cite Casablanca pour faire plaisir aussi à Rita. Il regarde ces films-là le dimanche et on voit toujours une des dernières scènes du film qui est montée en fait dans chaque épisode. Je trouve que c'est une série qui n'est pas dénuée de clichés, mais c'est une série qui fait du bien. Et je trouve qu'il y a vraiment des beaux moments en fait de cinéma. Et je trouve que c'est un bel hommage au film et à la passion en fait que certains adolescents et certains d'entre nous ont chopé à un moment donné. Je trouve que c'est bien de rendre hommage à la passion du cinéma. Et on voit juste leur dimanche après-midi ou on voit tout le reste Non, on voit un peu tout le reste de leur vie. Il y a aussi des intrigues entre eux. Il y a leur vie en fait de colocs et de Parisiens adultes en devenir quoi. Ouais. Après, à ce niveau-là, la série ne casse pas trois pattes à un canard. On est sur quelque chose on en voit très peu les séries sur des jeunes, des étudiants, etc. en France. Donc Oui, c'est vrai. Mais en fait, on a déjà vu ce genre d'intrigue. C'est pas là où la série est intéressante. C'est vraiment dans l'amour du cinéma et dans le fait de mettre en scène la passion du cinéma qui m'a touché en fait et m'a plu. Ok. Voilà. Et donc, c'est à retrouver sur Arte. À retrouver sur Arte, et c'est des épisodes de 30 minutes et je crois qu'il y en a 8. Et on termine avec la carte blanche de la semaine. C'est toi, Yuri. Petit jingle. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Alors Yuri, pourquoi faut-il arrêter d'écouter Hans Zimmer ? Voilà, moi j'aime bien les espèces de phrases putaclic comme ça pour commencer. Non, parce que j'ai profité de la sortie du dernier album de Ray qui a fait donc un featuring avec Hans Zimmer et tout internet a commencé à péter un câble dessus, ce qui m'a inspiré le titre de cette carte blanche. Pourquoi il faut arrêter d'écouter du Hans Zimmer ? En réalité, c'est pas plutôt qu'il faut arrêter de l'écouter, il faut même l'écouter et l'écouter plus sérieusement que je crois qu'on ne le fait. Rassurez-vous, je n'ai rien contre Zimmer ni contre ses compositions. Il y en a certaines que j'aime beaucoup et évidemment, il ne me viendrait pas à l'esprit de vous juger si jamais c'était votre compositeur préféré. Quoique. Non, je pose ce postulat un tout petit peu sévère parce qu'une nouvelle fois, il me permet de parler de mon sujet préféré, à savoir la crise créative que le cinéma de divertissement hollywoodien traverse depuis maintenant quelques années. Encore ? Mais en fait, finalement, voilà. Elles sont toutes reliées, c'est un multivers. Oui. Car si on en constate aujourd'hui les symptômes au niveau des récits et des images dont on a beaucoup parlé et dont on parle beaucoup, les signes avant-coureurs se trouvent, je crois, comme souvent, dans la musique. Et à une époque où j'ai le sentiment que le langage visuel devient de plus en plus quelconque dans les productions de grande envergure, il faut aussi, je crois, se poser la question du langage sonore, se demander qu'est-ce qu'on nous donne à écouter, qu'est-ce qu'on nous donne justement à ne pas écouter, et est-ce que la musique de film devient de plus en plus uniforme ? Pourquoi on utilise principalement certains types de sons, par exemple des nappes ou des sons avec beaucoup de réverbération, ce qui permet d'éteindre les silences ou de faire des mélodies très courtes qui laissent durer les sons plusieurs secondes. Bref, pourquoi se concentrer sur Hans Zimmer ? Parce que pour moi, Zimmer a façonné un son et surtout, il a façonné une manière de penser, de concevoir la musique de film et de fait, une manière de percevoir les images de cinéma. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais Zimmer compose en réalité assez peu la totalité des bandes originales qu'il signe. Ça peut paraître étonnant comme ça ne l'est pas tant que ça, parce que si vous regardez sur son site, il bosse depuis 30 ans et il a fait plus de 500 projets. Mathématiquement, ça ne fait pas sens, mais en réalité... ça n'est pas si étonnant. Donc, petit point historique pour expliquer ça. Hans Zimmer débarque à Hollywood dans les années 80 et est alors un des premiers à utiliser des synthétiseurs. Il capte ainsi une forme de modernité sonore et il l'applique à des images de cinéma. Mais très vite, il comprend que l'union va faire la force et il crée une société qui s'appelle Remote Control Production aujourd'hui. Le principe de Remote Control est extrêmement simple. Une armée de compositeurs, d'arrangeurs, de monteurs son, de mixeurs, etc. travaille à l'élaboration de bandes originales qui, à la fin, seront estampillées Hans Zimmer. De plus, il va énormément investir dans la technologie, créer des banques de sons absolument immenses qui lui permettront de faire des maquettes plus vraies que nature à faire écouter aux producteurs. Et de ce fait, il dépasse complètement la concurrence et il s'inscrit pleinement au cœur d'une décennie en pleine mutation technologique. Et cette méthode fait un tabac absolu. Et Zimmer fonctionne comme un studio de design ou un atelier d'architecte. Il choisit les idées qui lui plaisent, il compose rapidement, il laisse des jeunes compositeurs faire le reste et les studios obtiennent en retour une bande originale clé en main, faite rapidement, avec une possibilité de tout modifier jusqu'à la dernière minute et d'obtenir surtout ce qu'on appelle le son Zimmer. Et c'est pas du tout une manière de faire que je critique. La musique de film a toujours fonctionné de cette manière. John Williams, Danny Elfman, Ennio Morricone et j'en passe ne seraient rien sans leurs compositeurs, orchestrateurs, copistes, assistants, etc. Il y avait même des compositeurs qu'on appelait fut un temps les Hummers. C'était des compositeurs
compositeurs qui chantonnaient des thèmes dans leur dictaphone qu'ils envoyaient à leurs assistants pour qu'ils les arrangent et fassent le taf à leur place. Mais Zimmer a industrialisé ce processus. Avec lui, et donc toute l'armée de compositeurs qu'il engage, la musique est devenue un service et le compositeur une marque, un produit d'appel autant pour les studios que pour le public. Et que sa musique soit en réalité façonnée par d'autres, en fait finalement on s'en fout, le problème n'est pas là. Le problème est plutôt que ce système est devenu hégémonique et que ces jeunes compositeurs n'ont pas vraiment d'autre place d'exister hors de ce circuit tellement il est devenu la norme. Regardez par vous-même sur internet combien de bandes originales de ces dernières années ont été produites par Remote Control et je pense que vous hallucinerez. Et c'est bien mon souci avec Zimmer, c'est qu'il n'y a aujourd'hui presque pas d'alternative à son style et à sa méthode, tellement les studios sont devenus allergiques au risque. On fait appel à lui non pas parce qu'il a une forme d'individualité qui apporte une couche de lecture supplémentaire au film, mais parce que sa méthode permet d'habiller à peu près n'importe quelle image puisque finalement le choix est hyper vaste. C'est pourquoi il utilise autant de boucles, de nappes, parce que c'est facile à adapter et à monter derrière, et que ce n'est plus le rythme des images qui vient façonner la musique, ni même la musique qui vient nourrir leur sens, c'est de l'habillage qui permet de faire les choses vite et bien sans trop se soucier du sens qui en résulte parce que finalement on s'en fout un peu. Donc je crois qu'il est grand temps de sortir moi de ce paradigme zimmerien et de ce fait de l'écouter, lui, ses créations, peut-être avec un peu plus d'exigence. Car si on mérite collectivement mieux, je crois, en termes d'image et de récit, on mérite aussi mieux en termes de musique. Et donc pour conclure, j'aimerais citer quelques noms de compositeurs et compositrices que vous connaissez peut-être ou pas. Si vous ne les connaissez pas, allez découvrir leur travail. Cory Wallace, Émile Mossery, Mika Levy, Erwan Chandon, Clémentine Charuel, Arnaud Toulon, Mathieu Alvado, Delphine Malocena. Il y en a encore beaucoup. Bref, quelques noms qui vous feront peut-être oublier quelques minutes en Zimmer. Sortir du paradigme zimmerien. Merci Yori, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de l'émission et merci à vous qui avez participé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant évidemment abonnez-vous en fait et n'hésitez pas par contre à nous écrire. Bonne semaine.